Par une nuit pluvieuse, un gang de gangsters a transporté son chef dans un temple abandonné au milieu de la forêt. À l'intérieur se trouvait une salle d'opération temporaire. Vivant en dehors de la loi, le chef ne pouvait pas aller à l'hôpital et devait subir une opération du cerveau illégale. La personne qui effectuerait cette opération était le docteur Seo-Kei. Bien qu'elle soit belle, elle a une personnalité extrêmement bizarre et tordue. Le tatouage de cerveau à l'arrière de son cou en dit long. L'assistante Deok-hui et l'anesthésiste Yao sont les collaborateurs habituels de Seo-Kei pour les opérations illégales. Quant à l'infirmière Yong-ju, c'était la première fois qu'elle travaillait avec eux. Finalement, l'opération a commencé, Seo-Kei a incisé la tête du patient pour accéder au crâne. Dehors, les hommes de main suivaient nerveusement l'état de leur chef. Toute opération exige une concentration absolue, et encore plus une opération du cerveau. Pourtant, en pleine chirurgie, un grand bruit a soudainement surpris Seo-Kei. Les hommes de main à l'extérieur se disputaient bruyamment pour savoir qui était le coupable. Seo-Kei n'a rien dit, a juste fermé les yeux et tourné son cou. Yao, voyant cela, a su qu'elle était sur le point de piquer une crise et a rapidement fait signe à Deok-hui de rétablir l'ordre immédiatement. Ce n'est que lorsque tous les hommes de main à l'extérieur se sont tus que Seo-Kei a rouvert les yeux et a continué à scier le crâne du patient. Après avoir aspiré tout le sang débordant, Seo-Kei a dit à Yao de réveiller immédiatement le patient. L'infirmière Yong-ju a paniqué et l'a arrêté car c'était trop dangereux. Mais c'est le style chirurgical risqué de Seo-Kei. Pour enlever la tumeur sans affecter d'autres parties, la seule façon est de réveiller le patient et de vérifier sa réaction. Cela dit, Yao a arrêté l'anesthésie et a augmenté l'oxygène pour réveiller le patient. Ainsi, Seo-Kei a bavardé avec le chef tout en utilisant un stimulateur pour toucher différentes zones du cerveau, surveillant sa réaction pour trouver l'emplacement exact de la tumeur. Le mentor de Seo-Kei est le professeur Deok-hui, le meilleur neurochirurgien de Corée du Sud. Aujourd'hui, il a également effectué une opération pour enlever une tumeur au cerveau. Pendant l'opération, un assistant a accidentellement remarqué que l'œil du professeur Deok-hui tremblait. Cette seule seconde d'inattention lui a valu d'être renvoyé avec colère par le professeur. Finalement, l'opération a été un succès. À peine le professeur Deok-hui sorti qu'un policier est venu le voir. Il enquêtait sur le président Byung-gun, un courtier qui organisait des opérations illégales. La police avait fait une descente dans l'une de ses installations chirurgicales et avait découvert une vidéo qui ressemblait à une opération du cerveau. Mais ne comprenant pas de quel type d'opération il s'agissait, ils étaient venus demander au professeur Deok-hui. L'assistante Chan Young du professeur a affirmé que cette opération était extrêmement difficile et ne pouvait pas être réalisée dans une salle d'opération temporaire comme celle-là. En Corée, seul le professeur Deok-hui pourrait réussir, donc ce patient est probablement mort. Le professeur Deok-hui n'a pas commenté un seul mot, promettant seulement de regarder de plus près. Quand la police est partie, son assistant a dit que la main dans la vidéo ressemblait à celle d'une femme, peut-être Seo-Kei. Le professeur Deok-hui l'a agacé et l'a renvoyé, puis a immédiatement appelé une femme nommée Madame Ra, lui demandant de trouver quelqu'un nommé président Byung-gun, un courtier spécialisé dans les opérations illégales. Elle a promis de le trouver en une semaine, mais il a dit que c'était urgent et qu'il fallait le faire le plus vite possible. Les opérations du chef de gang avaient réussi. Seo-Kei lui a rendu visite et lui a demandé combien de doigts il y avait. Il n'a pas répondu et l'a seulement remercié. Pendant ce temps, Yong-ju comptait joyeusement son argent. Mais en voyant qu'il n'y avait que 5 millions de wons, elle semblait insatisfaite. Plus tard, Yong-ju est venu provoquer Seo-Kei, il s'est avéré que les deux ne se connaissaient pas, mais Yong-ju avait entendu des rumeurs sur Seo-Kei et le professeur Deok-hui. Voyant son sourire narquois, Seo-Kei est restée silencieuse. Se renseigner a révélé qu'elle était une infirmière embauchée par le gang. Ayant été renvoyée de l'hôpital pour négligence, elle avait dû travailler dans une maison de retraite. Là, elle avait maltraité des patients muets et paralysés, et avait finalement été renvoyée à nouveau. C'est pourquoi elle a dû participer à une opération illégale comme celle-ci, et elle n'osera probablement pas nous dénoncer. À ce moment-là, Yong-ju est entrée dans la chambre du patient et a injecté une sorte de médicament au chef. Après cela, elle a fouillé le sac de Seo-Kei et a trouvé sa carte de visite. Il s'est avéré que Seo-Kei avait ouvert une pharmacie pour faire des affaires car sa licence médicale lui avait été retirée il y a longtemps. Yong-ju a continué à provoquer Seo-Kei à propos du professeur Deok-hui, mais Seo-Kei n'y a pas prêté attention. Ce n'est qu'en entrant dans la chambre qu'elle a vu le chef inconscient. Yong-ju a admis lui avoir injecté des somnifères, car il y avait des gens partout. C'était le seul moyen pour les deux de parler en privé. Yong-ju a dit qu'elle n'avait reçu que 5 millions de wons, et que la rémunération de Seo-Kei était probablement beaucoup plus élevée. Elle a exigé que Seo-Kei lui donne 2 millions par mois, sinon elle appellerait la police. Nous sommes partenaires, vous devriez au moins me donner ça. Seo-Kei a réfléchi quelques secondes puis a accepté, après tout, elle avait besoin d'une infirmière. Mais Yong-ju a dit qu'elle ne serait plus infirmière, 2 millions, ce n'est que le prix pour la faire taire, pour sa propre sécurité. Seo-Kei a souri douloureusement, c'est vrai, la sécurité doit toujours être une priorité, donnez-moi votre numéro de compte plus tard. Elle a amené le professeur Deok-hui rencontrer le président Byung-gun. Après avoir regardé la vidéo, il a dit que cette opération n'avait rien à voir avec lui. Les Chinois lui avaient envoyé cette vidéo, lui demandant de trouver le médecin dans la vidéo. Cependant, il a refusé car il n'était pas spécialisé dans la chirurgie du cerveau. Le professeur Deok-hui a voulu voir la vidéo complète pour savoir si l'opération avait réussi. Mais Byung-gun a dit que les Chinois ne lui avaient envoyé que cela. N'y arrivant pas par des chemins détournés, le professeur Deok-hui a décidé de demander directement au chirurgien, car il savait déjà pertinemment de qui il s'agissait. Madame Ra, en entendant cela, a deviné à son tour, serait-ce la jeune fille de l'époque? Ce même jour, le professeur Deok-hui avait un dîner avec le couple Chan Young. Son compatriote n'a cessé de louer le professeur Deok-hui, autrefois un génie célèbre, un enfant de famille pauvre d'une province éloignée qui avait réussi le concours d'entrée de la faculté de médecine.
Lorsqu'il a mentionné la vidéo de la chirurgie cérébrale, le professeur Deok a soudainement eu une violente migraine. Il a dû prétexter d'aller aux toilettes pour coller un patch antidouleur. Au temple abandonné, les hommes de main ont ramassé les ordures des derniers jours dans un trou et les ont brûlés pour effacer les traces. Le matériel et l'équipement seraient récupérés par Deok et Seok. La santé du chef s'était très bien rétablie, il pouvait sortir de l'hôpital aujourd'hui. Il a dit qu'il lui devait une grande faveur. Si elle avait besoin d'aide pour quoi que ce soit, elle n'avait qu'à le lui dire. Contre toute attente, Seok a souri et a dit que nous devions résoudre nos propres problèmes. Finalement, les hommes de main ont emmené le chef chez lui en voiture. Yao les suivrait pendant une semaine pour surveiller sa santé. Seok a dit qu'elle laisserait Yeomju partir dès que tout serait nettoyé. En entendant cela, elle a cru qu'elle allait bientôt recevoir son argent. Ce soir-là, Yeomju n'a pas trouvé sa bouteille d'eau. Habituée à fouiller les affaires des autres, elle a ouvert le sac à dos de Seok et a bu de sa bouteille. Deok est descendu chercher la glacière pour Seok et l'a trouvée debout, pensive, devant la statue de Bouddha. Seok a fait semblant que la glacière était très importante, ne laissant pas Deok lui poser de questions mais lui demandant seulement de l'apporter rapidement à Yao. Elle lui a également dit de ne pas ouvrir la glacière de peur qu'elle ne se salisse. À ce moment-là, il ne restait qu'un voyou blond. Seok lui a dit d'aller en ville se détendre et de revenir demain matin pour finir le nettoyage. L'autre a trouvé sa logique et est parti. Maintenant, il ne restait plus que Seok et Yeomju, qui étaient inconscientes après avoir bu l'eau du sac à dos de Seok. Deok, lui, arrivé à mi-chemin, s'est rappelé la scène où Seok se tenait pensivement devant la statue de Bouddha et s'est garé sur le bas-côté. Il a ouvert la glacière pour voir, et à sa surprise, il n'y avait que des bâtonnets de glace, rien d'important. Inquiet que quelque chose puisse arriver, il a immédiatement fait demi-tour et est retourné au temple. À ce moment-là, Yeomju s'était réveillée et avait découvert que son sac à dos avait disparu. Elle a couru partout, paniquée, et l'a finalement trouvé dans la salle d'opération. Alors qu'elle comptait joyeusement son argent, Seok l'a étranglée par derrière. Elle a serré la corde de toutes ses forces, ne laissant à Yeomju aucune chance de résister. Tuer en riant, c'est d'un sadisme sans borne. Deok est arrivé et Seok avait déjà fini son travail. Elle a carrément pris l'enveloppe de la rémunération de Yeomju et l'a mise dans la boîte à offrande. J'ai eu tort de te renvoyer. Tu as la clé dans la voiture, n'est-ce pas? Le lendemain matin, en rentrant chez lui, Deok regardait la clé pleine de terre, toujours sous le choc. En voyant la doctoresse jouer joyeusement avec son chien, qui aurait pu penser qu'elle était une meurtrière sans scrupules. Quand il a su que Seok élevait 3 Rottweiler, une race de chiens réputée pour sa férocité, le professeur Deok a souri et a dit que ces chiens étaient comme leur maîtresse. Madame Ra a remarqué que le professeur Deok et Seok avaient beaucoup de points communs, y compris cette folie. Ils sont probablement tous comme ça, les génies. Vous voulez tous les deux mourir en salle d'opération, n'est-ce pas? Les jours où elle ne pratiquait pas de chirurgie illégale, Seok était la pharmacienne qui vendait des médicaments dans sa boutique. Une vieille femme lui a curieusement demandé où elle était allée ces derniers jours. Seok a répondu, une salope m'a harcelé pour de l'argent, comme si je lui devais quelque chose. Il y a vraiment beaucoup d'idiots dans le monde. Alors, qu'avez-vous fait? Je l'ai étranglée pour qu'elle arrête de parler. En sortant de la boutique, Seok a été fixé par un homme du restaurant d'en face. Visage sombre, portant un bracelet électronique de surveillance réservé aux criminels dangereux récemment libérés de prison. En voyant une voiture de police patrouiller, il s'est faufilé à l'intérieur. Il s'avère que cet homme, Ducol, est le jeune frère de Marie, la propriétaire du restaurant. Deok lui a demandé pourquoi il la regardait. Seok a répondu calmement que c'était probablement parce qu'elle était belle. Mais c'est tellement ennuyeux. Alors, tu vas le faire disparaître? Tu me prends pour une folle? Mais tu le es. Tu m'as menti et tu as éliminé cette infirmière, n'est-ce pas? C'était de la légitime défense. Si je sauve une vie, une autre doit mourir. C'est mieux pour la Terre. Au même moment, le professeur Deok lui a appelé. Il a annoncé qu'il était presque chez elle. Les souvenirs de cette année-là sont revenus. Le professeur Deok lui avait chassé Seok de la salle d'opération parce qu'elle avait commis une erreur. Elle avait refusé de partir et il l'avait fait traîner dehors. Seok était devenue folle, criant, insistant pour terminer son opération. Voyant le professeur Deok lui partir froidement, elle l'avait poursuivi et l'avait étranglé avec un tube de perfusion. Tout le monde s'est précipité pour l'arrêter. Le professeur l'a giflé si fort qu'elle a vu des étoiles. Ce caractère obstiné est votre problème, Seok. Pourtant, Seok lui a craché au visage. Le professeur l'a de nouveau giflé. Écoutez-moi bien, Seok. Vous ne remettrez jamais les pieds dans cette salle d'opération où vous voulez tant être, même si vous en mourrez. Pour Seok, ne pas pouvoir opérer était pire que de perdre la vie. Elle s'est agenouillée toute la journée devant l'hôpital sous une pluie battante, espérant le pardon du professeur Deok. Mais il n'a pas bronché et est passé froidement devant elle, Seok ne pouvait que crier de désespoir. Retour au présent. Le professeur Deok est arrivé chez Seok, apportant même un cadeau pour elle. Il a toujours vanté les mérites des camarades de classe de Seok. L'un est devenu chef de département, l'autre est devenu professeur. Si tu travaillais encore avec moi, tu serais maintenant professeur titulaire. Seok lui a dit d'arrêter de tergiverser et d'aller droit au but. Le professeur a alors sorti la vidéo de la chirurgie du cerveau, la félicitant de ses progrès. En entendant cela, Seok est allé couper le gâteau pour l'inviter. À ce moment-là, le professeur a de nouveau eu une violente migraine. Il a directement dit qu'il avait une tumeur du tronc cérébral. L'opération doit être parfaite, sans la moindre séquelle, surtout pour ses mains, car je veux continuer à opérer. Il trouverait l'endroit, et elle n'aurait qu'à venir opérer. Seok a ri à gorge déployée, disant « Vous êtes fou? Je n'ai pas de licence pour opérer. »
Son ancien professeur a catégoriquement refusé, et le professeur Deok lui a menacé d'appeler la police au sujet de ses opérations illégales pour les gangsters. Seo-ok, furieuse, lui a dit qu'il cherchait toujours à la détruire, et si sa haine était si grande, qu'il lui coupe les mains. Juste au moment où il atteignait la porte, une violente migraine l'a frappé, faisant s'effondrer le professeur Deok sur les marches. Il a tenté de prendre son flacon d'analgésique, mais ses mains tremblantes l'ont fait tomber. Seo-ok est sortie en courant et l'a fait voler en éclats d'un coup de pied. Se souvenant de la rancune passée, elle a brisé le flacon de ses médicaments. Toujours avec son rire dérangé, elle a continué à piétiner le flacon, comme pour déverser toute sa rage accumulée. À ce moment-là, Deok-hui est accouru pour l'arrêter et a appelé une ambulance pour le professeur Deok-hui. Tous les événements qui venaient de se produire n'avaient pas échappé à l'œil du voisin voyou et arrogant. Cette nuit-là, Seo-ok tournait et se retournait, incapable de dormir. Les souvenirs intenses de sa jeunesse lui revenaient à l'esprit. À l'époque, Seo-ok était encore résidente en neurochirurgie à la faculté de médecine. En voyant le test affiché sur le tableau d'affichage, elle l'a arraché avec autorité et a commencé à le faire immédiatement. À ce moment-là, une annonce est arrivée, disant que le professeur Deok-hui allait bientôt revenir de l'Amérique pour enseigner à l'université. Seo-ok était folle de joie car le professeur Deok-hui était son idole depuis toujours. Elle a couru à toute vitesse pour le trouver, jetant même son sac à dos en chemin pour être plus légère. Pendant ce temps, le professeur et chef du département de neurologie racontait aussi à Deok-hui l'histoire de Seo-ok. Elle avait été admise à l'université à 17 ans, et avait même été major de promotion, mais il devait faire attention car cette fille était une bombe à retardement. Elle n'est pas normale du tout, une fois qu'elle ouvre la bouche, elle parle pendant au moins 1 heure, posant des questions, se plaignant, se vantant de toutes sortes de choses. Mais elle est très douée dans son travail. Deok-hui venait d'arriver à son bureau et n'avait même pas encore eu le temps de s'installer que Seo-ok était déjà là, le visage joyeux et effrayant. Elle lui a tendu le test qu'elle venait de terminer, lui demandant si elle l'avait bien fait. En attendant, elle a pris sans permission le pain du professeur et l'a mangé tout en bavardant et en disant du mal du chef de département. Il bâillait pendant l'opération, sa thèse était un désordre, ne faisant que plagier les recherches des autres. La jeune femme s'est même ouvertement déclarée l'élève du professeur Deok-hui. Depuis que je suis entrée à la faculté de médecine, j'ai toujours attendu votre retour de Boston. J'ai lu toutes vos thèses, et je les ai même apprises par cœur, car chaque mot était pertinent. À ce moment-là, le professeur lui a rendu son test, la faisant jubiler. Ce soir-là, dans sa chambre remplie de connaissances en neurologie, Seo-ok regardait encore et encore son test avec la mention parfaite du professeur Deok-hui et riait de joie. Elle a couru sous la pluie jusqu'à l'hôpital, suppliant avec insistance le professeur Deok-hui de la prendre comme élève. Enseignez-moi tout ce que vous savez, chaque connaissance dans votre esprit, chaque technique que vous avez apprise. J'ai mis toute ma vie là-dedans. Mon rêve est de mourir en salle d'opération. À ce moment-là, le professeur Deok-hui a réalisé que Seo-ok était comme lui, follement amoureuse de ce domaine. Il lui a demandé si elle avait déjà vu un cerveau humain, qu'il fallait le voir de ses propres yeux pour comprendre. Le cerveau a une vibration comme le cœur. Il n'a pas de couvercle, il ne devrait jamais être ouvert. Mais j'ai eu la chance de le voir, il a l'air si fragile, et en même temps, il a une beauté et une sophistication indescriptibles. J'aime tellement le cerveau que je suis prête à mourir en salle d'opération. Madame Ra a deviné que le professeur Deok-hui aimait beaucoup Seo-ok, mais il a dit qu'elle était horriblement ennuyeuse. Incapable de convaincre Seo-ok, le professeur Deok-hui est allé voir Yan-ho, lui présentant son dossier médical. Sachant que la clinique de Yan-ho ne traitait que les patients refusés par les grands hôpitaux, et qu'il organisait même fréquemment des consultations bénévoles. Le professeur Deok-hui l'a nargué en disant qu'il ressemblait exactement à son maître, allant vers une fin tragique et misérable, gaspillant son talent à s'occuper des sans-abri dans cette petite clinique minuscule. Yan-ho, agacé, était sur le point de refuser le professeur Deok-hui, car pour ce genre de maladie, il devrait plutôt opérer lui-même. À ce moment-là, le professeur a révélé que c'était son dossier médical, il ne pouvait pas opérer son propre cerveau. Quand Yan-ho a apporté le dossier à Seo-ok, elle a catégoriquement refusé, disant de le laisser mourir. Yan-ho a seulement regretté que Seo-ok gaspille son talent. Si elle acceptait d'aider le professeur Deok-hui, il promettait de demander à l'association médicale de lui rendre sa licence. Voulez-vous opérer secrètement pour toujours? Mais Seo-ok a dit qu'aucun grand hôpital ne l'accepterait à cause de sa tâche dans son dossier. Même si elle ouvrait sa propre clinique, elle ne pourrait pas opérer. Je suis très bien maintenant, j'aime la situation actuelle. Le soir, Seo-ok, furieuse, a brûlé tous les documents et thèses, et a même forcé Deok-hui à aller chercher le reste. Le jeune homme maladroit a trébuché, faisant tomber les thèses. En les ramassant, il a remarqué que tout avait été noté, parfait. Mais maintenant, tout n'était plus que cendre. Le lendemain matin, le voyou arrogant est venu provoquer Seo-ok, lui rappelant l'incident où elle avait piétiné le flacon de médicaments du professeur Deok-hui. Tu es probablement de mauvaise humeur, et si on allait boire quelques verres à Séoul? Heureusement, l'employé de Seo-ok est apparu et il est parti. Plus tard, Seo-ok l'a vu maltraiter sa sœur aînée. Ce n'était pas la première fois, mais une chose courante. Seo-ok a alors invité l'autre femme à déjeuner dans ce restaurant, pensant que la présence de clients le ferait s'arrêter. Et ça a marché, ce salaud a regardé les deux femmes, et a même délibérément montré son bracelet électronique. Voyant la pauvre propriétaire du restaurant le visage tuméfié, l'autre femme a voulu appeler la police. Mais Seo-ok a dit que cela ne servirait à rien, qu'elle dirait qu'elle est tombée. À ce moment-là, Yan-ho a appelé, disant qu'il y avait un cas urgent pour une opération ce soir, et Seo-ok a joyeusement accepté immédiatement. Deok-hui a ramassé une photo qui n'avait pas complètement brûlé. Seo-ok sur la photo souriait brillamment, aux côtés du professeur Deok-hui et d'une autre femme médecin. Après les cours, Deok-hui a cherché la femme médecin de la photo. Elle a raconté que c'était le jour où Seo-ok avait effectué sa première opération majeure. Elle est un génie, mais parfois aussi une idiote. À cette époque, elle faisait souvent des heures supplémentaires pour opérer à la place du professeur, car il était occupé à faire la fête.
Tout le monde pensait que le professeur Deok donnerait la place de recherche à l'université de Boston à Seo-Kei. Contre toute attente, c'est Chan Young qui a été choisi. Seo-Kei, furieuse, a couru directement dans le bureau du professeur Deok pour demander des explications. Voyant la mère de Chan Young là-bas, elle l'a insulté pour avoir acheté sa place pour son fils. Vous avez de l'éducation, mais vos actions sont si basses. Le professeur Deok, enragé, a giflé Seo-Kei au visage. Après cela, Seo-Kei a été complètement exclue des opérations chirurgicales. C'était la punition la plus difficile à supporter pour elle. Près d'un an plus tard, le professeur Deok était occupé par une conférence. Le chef de département a permis à Seo-Kei d'opérer un patient. Alors qu'elle effectuait l'opération, le professeur Deok est revenu et lui a ordonné d'arrêter. Elle a carrément ignoré son ordre et a continué. Quand Chan Young l'a exhorté, elle a dit que le patient avait été gravement blessé dans un accident de voiture et avait besoin d'une chirurgie d'urgence. Tous les professeurs étaient absents, alors elle avait dû prendre les choses en main. De plus, l'opération se déroulait très bien et était presque terminée. Pourquoi me chassez-vous de la salle d'opération alors que le patient est encore sur la table d'opération? Mais finalement, le professeur Deok a quand même demandé à quelqu'un de la traîner dehors. Le soir, Seo-Kei a appelé Deok mais il n'a pas répondu. Quand elle est arrivée au point de rendez-vous, Yan-Ho l'attendait déjà, et tous deux se sont immédiatement préparés. Qui aurait cru qu'ils attendraient toute la nuit sans voir le patient apparaître? Seo-Kei a deviné qu'il n'y avait fondamentalement aucun patient. Et en effet, en partant, elle a vu la voiture du professeur Choi garée tout près. Il lui a dit qu'il lui avait réservé une place à l'université de médecine de Boston. Allez-y et faites toutes les opérations que vous voulez. Seo-Kei a menacé que si elle opérait, une petite blessure au nerf rendrait son bras complètement paralysé. Mais le professeur n'a pas eu peur, car elle était trop fière pour commettre une telle erreur. Seo-Kei a dit qu'elle ferait des erreurs parce qu'elle le haïssait jusqu'aux os. J'espère que vous pourrirez dans un coin isolé d'une maison de retraite. Sans famille à vos côtés, sans personne pour prendre soin de vous. J'espère que vous prendrez tant d'analgésiques que vous perdrez la raison. Allongé dans vos excréments, dans une couche, vous vous remémorerez votre glorieux passé de grand personnage, puis vous crèverez. Le professeur a dit que Seo-Kei ne savait toujours pas se contrôler. De toute façon, elle allait le sauver et partir pour Boston. Après avoir dit cela, il lui a dit de conduire tout de suite. Deok lui a demandé s'il n'avait pas peur que Seo-Kei échoue délibérément à l'opération. Mais le professeur a cru qu'elle ne ferait absolument pas cela. La télévision a rapporté que le professeur Choi pourrait remporter le prestigieux prix de chirurgie pour la 10e fois consécutive. Seo-Kei, furieuse, a arraché la télécommande et l'a éteinte. Deok voulait l'accompagner à Boston, mais elle a dit que tout ce qu'elle possédait était ici, donc elle n'irait nulle part. Que ce soit sa maison, son chien, sa pharmacie, son restaurant. Quel restaurant est le vôtre? Eh bien, puisque j'y mange tous les jours, c'est mon restaurant, n'est-ce pas? Et pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel hier? Alors que Seo-Kei intimidait son jeune frère, le beau voyou de l'autre côté de la rue la regarda et leva la jambe pour montrer son bracelet électronique. Seo-Kei était furieuse mais est allée déjeuner là-bas. Pendant ce temps, le professeur Choi appelait son élève de l'université de médecine de Boston pour qu'il lui envoie plus d'analgésiques. Yeong-ju était occupée et ne pouvait pas rentrer tout de suite en Corée. Elle l'informerait quand elle réserverait son billet. Ce soir-là, Seo-Kei a découvert que Chan Young traînait dehors. Elle est allée voir et a trouvé le coin rempli de paquets de cigarettes et de canettes de bière vides. Il s'est avéré que ce voyou la traquait depuis longtemps. À ce moment-là, des chasseurs de sangliers sont arrivés. Ils ont dit que la propriétaire du restaurant était constamment harcelée par son jeune frère qui lui réclamait de l'argent, alors elle prévoyait de revendre le local pour lui donner sa part. Et Seo-Kei y mangeait tous les jours, alors que faire maintenant? Elle a souri et a dit qu'il n'y avait pas que ce restaurant. Elle a dit ça, mais en réalité, Seo-Kei était furieuse. Pourquoi tout le monde aime-t-il me chercher des noises comme ça? C'est à moi, mon restaurant. Je veux le faire disparaître. Deok l'a effrayé en disant qu'il était trop occupé à réviser plusieurs examens cette semaine et qu'il ne pouvait pas l'aider. Seo-Kei a alors accepté. Qui aurait cru que le lendemain, la propriétaire du restaurant aurait le visage tuméfié? Le voyou la fixait d'une manière perverse, et a même montré sa jambe d'où le bracelet électronique avait été retiré. Mais on ne sait pas encore qui est le plus pervers. Seo-Kei a fait semblant d'oublier son parapluie, et bien sûr, il l'a poursuivi pour l'inviter à boire à Séoul. Il a même dit qu'ils allaient très bien ensemble. Seo-Kei a alors joyeusement fixé un rendez-vous pour le lendemain afin de fêter le retrait de son bracelet électronique. Le lendemain, elle a mis des somnifères dans une bouteille de jus et a conduit pour emmener Chan Young se promener. Il est monté dans la voiture sans hésitation, a pris la bouteille de jus et a même dit qu'elle lui donnait des frissons. Seo-Kei a attendu que Chan Young arrive chez lui a dit de s'asseoir dans le salon. Bientôt, le voyou dormait comme une bûche. Seo-Kei a souri et l'a réconforté en disant « Ce n'est rien, mon petit chou, mon petit chou ». Puis elle a sorti un couteau et l'a poignardé à mort, avec son sourire pervers habituel. En quelques instants, le voyou a rejoint ses ancêtres. Deok étudiait à la bibliothèque quand Seo-Kei a appelé. Il a deviné tout de suite qu'elle avait agi contre le voyou. Comme prévu, Seo-Kei lui a dit de rentrer chez lui et de faire un peu de ménage. Elle a conduit le corps dans une forêt isolée, a mis de la musique et a commencé à creuser la terre avec acharnement. Il a aussitôt tout emporté dehors pour brûler les preuves. En rentrant, il a vaporisé un réactif et éteint la lumière, seulement pour voir le sol briller d'un vert blafard. Cela prouvait que le sang avait giclé partout. Il a paniqué et a utilisé un nettoyant spécial pour effacer toutes les traces. À ce moment précis, une voiture de police est passée et a vu le baril brûler au milieu de la nuit. Le policier a eu des soupçons et est allé vérifier. Heureusement, Deok l'avait vu et a retenu son souffle, se cachant à l'intérieur. Pendant ce temps, Seo-Kei avait creusé un très grand trou. Alors qu'elle peinait à sortir le corps, une lumière de torche a soudainement clignoté au loin. Elle a vite éteint sa lumière et s'est cachée derrière la voiture.
Bientôt, la personne mystérieuse est arrivée et a découvert le corps de Chan Young. Son professeur s'est dirigé vers elle. Seo-Hye s'apprêtait à bondir pour le frapper en premier. Mais la lumière de la torche l'a aveuglée. Quand elle a pu ouvrir les yeux, Seo-Hye a été choquée de constater que l'inconnu n'était autre que le professeur Choi. Retour quelques années en arrière, quand les deux ne s'étaient pas encore brouillés. Un jour, Seo-Hye a vu le professeur Choi serrer la main d'un vieil homme avec joie. Yao a dit que c'était un camarade de promotion de son professeur, de retour de Los Angeles. Le professeur Byung-gun avait même emmené son fils, Chan Young, pour le présenter au professeur Choi. C'était la première fois que Seo-Hye voyait le professeur Choi si heureux. À ce moment-là, la publication de la recherche qu'elle préparait n'était pas encore annoncée, mais Seo-Hye était sûre qu'elle lui reviendrait. Yao fut surpris de voir la lampe du professeur Choi dans la chambre d'étudiants de Seo-Hye. Elle a simplement dit « Je l'ai demandé au professeur » et a paru triomphante d'être traitée avec tant de faveur. Mais Seo-Hye ne comprenait pas pourquoi l'attitude familière de son professeur envers le professeur Byung-gun lui semblait si suspecte. Il s'est avéré que le professeur Byung-gun était revenu pour que le professeur Choi l'opère. L'infirmière Na a dit que le professeur Choi était très préoccupé par cette opération, car le patient était un ami. Seo-Hye a été stupéfaite d'apprendre que son professeur ne l'avait pas choisi pour l'assister lors de cette opération, mais que c'était Yao qui avait été choisi. Le lendemain, elle a arbitrairement renvoyé Yao pour prendre sa place, sous prétexte qu'il avait soudainement eu mal au ventre. Quand le professeur Choi a demandé la lame du bistouri, Seo-Hye a accidentellement coupé sa main. Le professeur l'a regardé avec un regard perplexe. Mais il a été contraint d'aller soigner sa blessure, et Seo-Hye a dit avec confiance qu'elle s'occuperait du reste. Finalement, l'opération a été un succès. Le professeur Choi savait très bien que Seo-Hye ne l'avait pas fait par accident. Elle a avoué sans embâche, si l'opération échoue, votre dossier ne sera pas bon. Vous me comprenez, je sais que vous aviez l'intention de faire échouer l'opération sans que personne ne le sache. C'est pour ça que vous avez demandé à Yao d'être votre assistant au lieu de moi, n'est-ce pas? Vous saviez que je remarquerais tout, vous le haïssez, n'est-ce pas? Vous avez l'air très tendu, très peu naturel. Le professeur Choi n'a rien dit, mais quand il a empêché Seo-Hye de le suivre, elle a compris qu'il était très en colère. Il faut dire que son QI était sûrement négatif pour oser le confronter si naïvement. De retour au présent, Seo-Hye a reconnu le professeur Choi comme étant l'inconnu et a ricané, le dépassant pour traîner le corps dans le trou. Le professeur lui a demandé « Et si vous êtes découverte? Vous passerez le reste de votre vie en prison. » Seo-Hye a répondu « Ma vie est déjà un gâchis depuis longtemps. Au pire, je me déconnecte, pourquoi se soucier de la prison ?» Le professeur a quand même essayé de convaincre Seo-Hye d'aller à Boston pour refaire sa vie. Mais elle préférait se droguer que de l'opérer, et elle l'a même mis au défi d'appeler la police. Le professeur avait toujours besoin que Seo-Hye l'opère, donc il ne pouvait pas faire ça. À ce moment-là, Deok-hui a appelé à l'improviste. Il s'est avéré qu'elle l'avait attendu trop longtemps dans la voiture sans voir le professeur Choi revenir, alors elle était allée le chercher elle-même. Le professeur a balbutié, la détournant vers le village. Mais elle a demandé ce que Seo-Hye faisait tout à l'heure. Le professeur a dû inventer que Seo-Hye était allé enterrer le chien. Finalement, il est parti, et Seo-Hye a continué son travail pour dissimuler les preuves. Le lendemain, la police est venue au restaurant pour enquêter sur la disparition de Chan Young. Juste à ce moment-là, Seo-Hye et Deok-hui y déjeunaient aussi. La police ne savait pas encore que Chan Young avait disparu, elle craignait seulement qu'il ne se remette à harceler d'autres personnes après le retrait de son bracelet électronique. Seo-Hye a dit franchement qu'elle ne l'avait pas vu depuis hier. Quand la police est partie, Seo-Hye a dit qu'elle était très heureuse que la propriétaire ne vende plus le restaurant. Elle pouvait toujours venir y manger tous les jours. C'était vraiment une fin parfaite. Soudain, l'employé a annoncé que des gens étaient venus les voir. Il s'est avéré que des personnes du ministère de la Santé étaient venues enquêter sur la pharmacie de Seo-Hye. La clinique de Yao a également été mise sous investigation. C'était sûrement le professeur Deok-hui qui était derrière tout ça. Yao a décidé de suspendre temporairement les opérations clandestines, en attendant que la situation se calme. Finalement, la pharmacie de Seo-Hye a été suspendue pendant 30 jours, ce qui l'a mise en rage, et elle a immédiatement appelé le professeur Deok-hui pour avoir des explications. Il a dit directement qu'il était en mission à Busan, et que si elle voulait lui parler, elle devait venir. Seo-Hye était tellement furieuse qu'elle ne pouvait plus respirer. Deok-hui lui a dit de respirer calmement pour se calmer, mais cela n'a pas aidé. Deok-hui lui a alors dit de penser au moment de sa vie où elle s'était sentie la plus paisible et la plus heureuse. Seo-Hye a fermé les yeux et a immédiatement pensé à la salle d'opération. Surtout les fois où elle assistait le professeur Choi, qui lui transmettait toutes ses connaissances sans rien cacher. Finalement, Seo-Hye et Deok-hui sont arrivés à Busan, où le professeur Choi était sur le point d'assister à la cérémonie de remise des prix Shida, un prix médical prestigieux. Deok-hui espérait qu'un jour Seo-Hye serait aussi célèbre et reconnue comme elle le méritait. Mais elle a dit, ma vie est finie. Et pourquoi t'en soucies-tu autant? Tu m'aimes bien? Je pensais que nous nous aimions. Bien sûr que nous nous aimons. Tu es à moi. Je vous appartiens. Comme un téléphone, n'est-ce pas? Plus tard, Seo-Hye est allée aux toilettes et a accidentellement entendu une nouvelle brûlante de la part de 3 journalistes. La principale mécène du prix, Madame Ishida, avait un fils atteint d'une maladie cérébrale grave et incurable. Mais aucun médecin n'avait accepté d'opérer l'enfant car l'opération était trop difficile, voire impossible. Personne n'osait risquer sa réputation. Seo-Hye a souri, triomphante. C'était l'occasion de se venger du professeur Choi. Au début, elle avait prévu d'aller voir le professeur Choi le lendemain, mais maintenant elle avait changé d'avis. Il pensait toujours qu'il était le meilleur, et il devait être humilié pour se rendre compte. Deok-hui était à court de mots avec sa sœur folle, lui disant seulement de ne pas le tuer. Cette nuit-là, Seo-Hye s'est rendue seule à l'hôtel pour trouver Madame Ishida. Heureusement, elle a reconnu Seo-Hye car elle s'était rencontrée une fois à Tokyo, lorsque le professeur Choi les avait présentés. Seo-Hye a branché une clé USB à la télévision pour lui montrer une opération de gliome du tronc cérébral qu'elle avait elle-même effectuée.
9 hôpitaux universitaires avaient refusé de pratiquer cette opération. La raison est que cet enfant souffre également d'hémophilie, une condition identique à celle du fils de Madame Ishida. Réaliser une opération aussi complexe avec de l'hémophilie est un pari risqué, c'est pourquoi aucun médecin n'ose l'accepter. Sooke a expliqué en détail chaque étape de son plan. Si, pendant l'excision de la tumeur, le garçon saignait, l'opération deviendrait une course contre la montre. Elle a ensuite laissé voir de ses propres yeux le processus de son opération précédente sur un patient. Au total, cela a pris 5h23, l'enfant a tenu bon et a survécu. Il suffisait de couper un petit vaisseau sanguin pendant l'opération pour que le garçon meure d'hémorragie. Pourtant, Sooke n'a commis aucune erreur. Madame Ishida restait inquiète car son fils était plus jeune que ce garçon, craignant qu'il ne puisse pas supporter l'opération. Mais Sooke a assuré qu'elle pourrait la terminer en moins de 4 heures. Sa condition était de faire souffrir et d'humilier le professeur Choi. En entendant cela, Madame Ishida a immédiatement ouvert la porte pour la raccompagner. Le lendemain matin, Sooke est revenue demander si elle avait changé d'avis. Qui aurait cru qu'Ishida refuserait toujours avec insistance, voulant préserver l'équité du prix? Elle a même insulté Sooke, la traitant de personne vile et destructrice, se demandant pourquoi elle devrait lui confier la vie de son fils. Immédiatement après, elle a vu Madame Ishida serrer la main du professeur Choi avec joie. Sooke était tellement furieuse qu'elle avait l'impression que ses poumons allaient exploser, mais elle ne pouvait rien faire. À ce moment-là, Yao a aperçu Sooke et l'a poursuivie pour lui demander ce qu'elle faisait là, si elle voulait saboter quelque chose. Sooke n'a rien dit et est parti en voiture. Pendant ce temps, le docteur Byung-gun de l'université de médecine de Boston examinait attentivement la vidéo que le professeur Choi lui avait envoyée. C'était une opération d'une perfection incroyable réalisée par Sooke. Le professeur Choi a appelé pour presser Byung-gun de rentrer au pays pour l'opérer. Byung-gun a dit, si je collabore avec elle, j'accepte. Mais le professeur a répondu, c'est plutôt un honneur pour vous. Quand Yao a rapporté avoir vu Sooke ce matin-là, le professeur Choi n'a pas été surpris, il lui a juste dit de lui réserver une place à la cérémonie de demain. Lors du banquet, le professeur Choi a entendu quelqu'un l'appeler, et un instant, il a cru voir Sooke. Finalement, c'était quelqu'un d'autre. Il semblait qu'il tenait toujours beaucoup à son ancien élève. Madame Ishida est venue saluer le professeur Choi et l'a interrogé sur l'étudiante qu'il avait enlouée. Étonnamment, le professeur Choi n'a pas dit de mal de Sooke, au contraire, il a loué sa perfection. Regardez ces imbéciles qui se croient si bons, elle est meilleure que 100 d'entre eux réunis. Sooke n'a jamais hésité en salle d'opération. Elle n'a jamais eu l'idée d'échouer et n'a jamais échoué une seule fois. Cette nuit-là même, Madame Ishida a rencontré Sooke et a accepté de la laisser opérer son fils, mais elle l'a averti qu'elle devrait payer le prix en cas d'échec. Sooke a accepté sans hésiter. Elle a immédiatement appelé l'anesthésiste Yao, lui disant de prendre le premier vol pour le Japon. Madame Ishida a emmené Sooke et Deokui dans son jet privé pour le Japon. Alors qu'elle était anxieuse et stressée, Sooke était très confiante et détendue. Avant qu'elle n'entre dans la salle d'opération, Madame Ishida s'est même inclinée et lui a demandé de sauver son fils. Sooke a salué naturellement le jeune patient et a réglé son chronomètre. L'opération a immédiatement commencé, le garçon a été opéré en position assise pour réduire la pression et le saignement. Yao est également arrivé à temps pour rejoindre l'équipe japonaise et assister Sooke, tandis que Deokui et Madame Ishida attendaient anxieusement à l'extérieur. Soudain, l'hémophilie s'est manifestée, le sang du garçon a jailli sur le visage de Sooke, la situation était extrêmement critique. Les médecins japonais ont exigé d'arrêter l'opération et d'emmener le garçon aux urgences. Mais Sooke n'a prêté attention à personne, elle a continué à se concentrer sur l'opération. Quand Madame Ishida a fait irruption, le sang de son fils s'était répandu sur le sol. Elle était tellement inquiète qu'elle en est restée bouche bée, mais Sooke est resté concentré sur sa lame. Le lendemain, la cérémonie de remise du prix Ishida a eu lieu, et tout le monde était sûr que le professeur Choi remporterait le prix pour la 10e fois consécutive. À la surprise générale, la vice-présidente de la fondation Ishida a annoncé que le prix était attribué à un médecin espagnol. Pendant que l'assemblée était silencieuse sous le choc, le premier à applaudir fut le professeur Choi. C'est alors que Madame Ishida apparut, regardant le professeur Choi, puis dirigeant son regard vers Sooke, de l'autre côté de l'auditorium. J'ai gagné. Mais le professeur Choi garda une expression froide et impassible. Yao a annoncé que l'état du jeune garçon était très bon. Sooke jubilait, heureuse de sa vengeance contre le professeur Choi. C'est à ce moment qu'elle a rencontré par hasard Chan Young, le fils du professeur Byung-gun. Sooke a demandé des nouvelles de son père, et Chan Young a raconté. Après l'opération cette année-là, son père s'était très bien rétabli. Qui aurait cru qu'un jour, Chan Young, en rentrant dans la chambre, ne trouverait plus son père? Puis son père a appelé, disant qu'il voulait vivre seul, libre. Depuis ce jour, il a disparu sans laisser de traces. La police a pensé qu'il avait simplement quitté la maison, mais Chan Young n'y a pas cru. 2 inspecteurs ont trouvé la scène d'une opération illégale. Ils ont immédiatement appelé le professeur Choi pour qu'il vienne aider à l'examen. Il s'est avéré que le professeur Choi n'a pas été surpris de ne pas avoir remporté le prix. Cette nuit-là, Madame Ishida lui avait révélé la proposition de Sooke. Elle voulait accepter mais hésitait encore car elle ne faisait pas entièrement confiance aux capacités de la jeune femme. Qui aurait cru que le professeur Choi garantirait la capacité de Sooke, espérant qu'elle lui donnerait une chance. La nuit, Sooke a rencontré le professeur Choi pour le narguer avec son exploit. Il a dit qu'elle avait bien fait, mais qu'elle était toujours moins bonne que lui dans sa jeunesse. Sooke a de nouveau posé des questions sur la disparition du professeur Byung-gun. Sans laisser le professeur Choi s'expliquer, Sooke a demandé, « Vous l'avez tué, n'est-ce pas? De quels amis parlez-vous? Arrêtez de mentir. Vous avez décidé de ne pas me laisser aller à Boston pour me punir, parce que j'ai sauvé le patient que vous vouliez tuer, n'est-ce pas? Vous avez commencé à me haïr à partir de ce moment-là. Vous êtes pitoyable, a dit le professeur Choi avant de monter en voiture et de partir.
Immédiatement après, le professeur Choi et deux inspecteurs se sont rendus au temple où Seo-Tae avait opéré le chef de gang. De nombreux policiers et chiens de police étaient en train de fouiller l'endroit. L'inspecteur Chan Young a révélé que la personne qui avait alerté la police était le président Min. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une opération du cerveau, c'est pourquoi l'inspecteur Chan Young avait fait appel au professeur Choi. En arrivant à la salle d'opération, le professeur Choi a imaginé la silhouette de son élève, Seo-Tae. Il a essayé de distraire l'inspecteur Chan Young. Il n'y a pas d'électricité ici, même si c'était Yuatuo en personne, il ne pourrait pas opérer. Soudain, un subordonné a appelé l'inspecteur Chan Young à l'extérieur. Les chiens policiers avaient découvert un corps enterré à proximité. Ce n'était autre que la misérable infirmière que Seo-Tae avait étranglée. Retour dans le passé, avant l'affaire du professeur Byung-gun. Un jour, Seo-Tae a soudainement appelé pour demander un congé. Le professeur Choi fut très surpris car il y avait une opération importante aujourd'hui, et d'habitude, elle ne la manquerait jamais. Il n'a même pas trouvé Seo-Tae au dortoir. Yao a dit qu'elle avait mentionné hier qu'elle rentrait chez elle pour prendre des vêtements d'hiver. Le professeur Choi lui a alors dit de le conduire chez Seo-Tae. Elle a ouvert la porte avec un visage contusionné, comme si elle avait été battue. Le professeur Choi a immédiatement remarqué une pile de livres devant l'entrée du débarras. Yao a dit que c'était une maison qu'une vieille dame proche avait louée à Seo-Tae pour un prix abordable. Et qu'elle n'était pas de la famille. Une vieille dame proche? C'est étrange. Yao a demandé ce qui était arrivé à son visage. Mais Seo-Tae a simplement répondu brièvement et a invité les deux à prendre un café. Le professeur a alors envoyé Yao acheter des médicaments pour Seo-Tae afin de lui parler en privé. Il lui a demandé directement pourquoi elle avait agi ainsi. Dis la vérité, ne tourne pas autour du pot. Nous nous ressemblons beaucoup. Je veux dire, je t'ai vu à travers. Seo-Tae était toujours confuse. Elle a menti en disant qu'elle avait glissé et était tombée la veille. Voyant qu'il ne semblait pas la croire, elle a prétexté aller aux toilettes. Elle a pressé Yao de revenir et de faire partir le professeur immédiatement. Dis-lui juste que la pharmacie est fermée, c'est bon. Reviens tout de suite. Yao, voyant à quel point elle était rusée, a dû céder. En se retournant, il n'a pas vu le professeur. Seo-Tae a paniqué et a couru vers l'entrepôt, mais il était trop tard. Le professeur avait découvert le corps qu'elle y avait caché. Elle a quand même gardé son sang-froid jusqu'au bout. Cette personne, pourquoi est-elle ici? Je ne sais pas qui il est. Mais ensuite, Seo-Tae a raconté la vérité les larmes aux yeux. Hier, en rentrant chez elle de l'arrêt de bus, dès qu'elle a ouvert la porte, il l'a attaquée par derrière. Elle a mordu la main du violeur, puis a sorti un couteau et l'a poignardé directement dans le cou. C'était de la légitime défense. Et ensuite, qu'allez-vous faire? Ce soir, je l'enterrerai dans la forêt. Vous pouvez le gérer seul? Le professeur Choi a simplement posé cette question et est parti immédiatement. Comme si ce n'était rien d'important. Seo-Tae a été choquée et n'a compris qu'un moment plus tard. Elle a vite poursuivi le professeur Choi. Y a-t-il un problème? Non. À demain. Retour au présent, après la découverte du corps de l'infirmière Miran. La police a immédiatement mené une perquisition de grande envergure autour du temple pour recueillir davantage de preuves. Contre toute attente, Seo-Tae, loin d'être effrayée, est venue elle-même observer la scène. Les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime. La pauvre Deok lui tremblait de peur mais ne pouvait rien faire. On a même remarqué que les narines de Deok lui palpitaient comme si elle souriait en secret. Pourquoi Deok lui ressemble-t-elle à une psychopathe? C'est vraiment intéressant. Vous sentez-vous heureuse, supérieure, comme si vous étiez une personne importante, n'est-ce pas? Me prenez-vous pour une folle? Elle était très confiante d'avoir effacé toutes les traces. À ce moment précis, Seo-Tae a aperçu le professeur Choi, et son visage a changé de couleur. Dans le trou où les fournitures avaient été brûlées, l'inspecteur Rand a découvert un flacon de manito, utilisé pour éliminer l'excès d'eau du corps, potentiellement lors d'une chirurgie cérébrale. La police s'est déployée pour fouiller les lieux et a trouvé le sac de Miran. À ce moment-là, Uran a apporté un ordinateur au professeur Choi. Tous deux se sont retournés et ont vu Seo-Tae jouer avec un chien policier. Il s'est avéré qu'elle se présentait comme une élève du professeur Choi, venue pour apporter son aide. Elle a même dit à l'inspecteur Lee qu'elle élevait des Rottweiler, ce qui la rendait proche des chiens. Le professeur Choi, furieux, l'a traînée dans un coin pour lui parler, lui disant de ne pas apparaître ici. Seo-Tae, quant à elle, pensait qu'il voulait se venger de l'affaire du prix Ishida, ou la menacer de le forcer à l'opérer. Le professeur, furieux, a insulté Seo-Tae, la traitant de pauvre folle qui tuait des gens partout. Seo-Tae lui a rétorqué, « Et vous, vous avez envoyé le professeur qui m'a pâtre, non? Nous sommes pareils. Je suis libre en ce moment. Quand je retrouverai son cadavre, je vous appellerai. » Seo-Tae a dépassé l'inspecteur Jang. Il l'a immédiatement reconnu comme la personne qui avait causé des problèmes au professeur Choi. Mais que fait-elle ici? Je ne sais pas. Yeom-ju l'a longtemps raisonné, mais Seo-Tae a insisté sur le fait que le professeur Kim avait été éliminé par le professeur Choi. Aujourd'hui, elle avait rendez-vous avec son fils pour enquêter ensemble. Yeom-ju, agacé, a dit qu'il n'irait pas et resterait ici prier pour qu'elle se réveille vite. Kiran a révélé que quelqu'un avait dit avoir vu son père dans un hôpital psychiatrique. Le problème est que cet hôpital est maintenant fermé à cause d'un scandale de mauvais traitements infligés aux patients. Pendant qu'il parlait, Seo-Tae a remarqué que les mains de Kiran avaient de nombreuses cicatrices, comme s'il avait tenté de se suicider. Pendant ce temps, l'inspecteur Lee a annoncé que l'autopsie avait révélé des poils d'animaux sur le pull de l'infirmière Miran. Les résultats spécifiques devront attendre l'annonce du laboratoire. Seo-Tae et Kiran se sont rendus à l'hôpital psychiatrique fermé. Il s'est avéré que la personne qui avait informé Kiran était un ancien gardien de cet hôpital. À l'époque, il avait vu l'annonce de Kiran recherchant une personne disparue et lui avait envoyé un email.
Il ne comprenait pas pourquoi Kiran ne s'était manifesté que maintenant. Il était certain que la personne sur la photo avait séjourné dans la chambre d'isolement 401 sous le nom de Lee Seok-ho. Le problème était qu'il était très difficile de vérifier si la personne qu'il avait vue était bien le professeur Kim. Après la fermeture de l'hôpital, personne ne savait ce qu'il était advenu des patients. Mais il a raconté que Seok-ho avait une cicatrice sur la tête due à une sorte d'opération. Il l'avait accidentellement vue quand il se coupait les cheveux. La cicatrice qu'il a dessinée correspondait bien à une cicatrice de chirurgie cérébrale. Les deux ont immédiatement demandé à entrer dans l'hôpital pour examiner les lieux. Pendant qu'ils attendaient qu'il trouve la clé, Kiran a semblé étrangement ému et a prétexté aller aux toilettes pour retrouver son calme. Quand Seok-ho a demandé si quelqu'un avait déjà rendu visite à LSG, le gardien a raconté qu'une personne aux cheveux gris était venue le voir, le poussant en fauteuil roulant partout. Seok-ho a joyeusement sorti la photo du professeur Choi, mais il n'a pas pu la confirmer. Pendant ce temps, le professeur Choi était au courant que Seok-ho avait rencontré Kiran, car il avait envoyé son assistante la suivre Seok-ho. Là a fait remarquer que le professeur et Seok-ho se ressemblaient beaucoup, mais il a affirmé que leur nature était très différente. Seok-ho a lu le dossier médical de LSG et a découvert que cet hôpital lui avait donné une quantité déraisonnable de médicaments. Le gardien n'avait toujours aucun moyen de prouver que LSG était le professeur Kim. Kiran est devenu furieux, pensant qu'il voulait le tromper pour obtenir la récompense. Il s'est souvenu qu'un journaliste était venu ici prendre des photos des patients, il a donc appelé un collègue pour lui demander la photo. Mais l'autre a dit qu'il faisait de l'escalade et qu'il ne pourrait l'envoyer qu'une fois rentré chez lui. Les deux ont donc dû attendre encore. Seok-ho a insisté pour lui montrer la photo du docteur Choi, mais il ne s'en est pas souvenu. L'assistante là a pris rendez-vous avec la légiste après qu'elle ait découvert que les poils trouvés sur les vêtements de la victime provenaient d'un Rottweiler. Elle informera la police demain après-midi. Après avoir écouté le rapport de là, le professeur lui a dit de bien gérer la situation et de ne pas laisser de conséquences. Il s'est assis, pensif, se remémorant le passé. À l'époque, Seok-ho travaillait souvent si dur qu'elle manquait de sommeil. Huron a dit qu'elle était accro aux médicaments, mais lui savait que ce n'était pas aux médicaments qu'elle était accro, mais aux opérations chirurgicales. Le mystère du cerveau et du système nerveux exerçait une étrange fascination sur Seok-ho, à tel point qu'elle considérait manger et dormir comme des tâches fastidieuses et chronophages. Le professeur lui a demandé de manger, dormir et se reposer suffisamment et a confisqué sa fiole de stimulant. Seok-ho a compris que le professeur était très inquiet pour elle. De retour au présent, Kiran et Seok-ho attendaient de voir la photo. Mais l'autre personne n'a pas décroché, le gardien a demandé aux deux de revenir demain matin, il irait chez l'autre personne pour récupérer la photo. Kiran est soudainement devenu furieux et a exigé de voir la photo tout de suite, il s'est disputé et l'a poussé à terre. Seok-ho s'est précipité pour s'interposer, lui disant de sortir pour se calmer. Voyant que le gardien s'était coupé la main avec un éclat de verre, Seok-ho a voulu soigner sa blessure. Mais à peine avait-elle coupé le gant qu'elle a vu la bague du professeur Kim. C'est alors qu'il a avoué l'avoir volée, elle était coincée et il ne pouvait pas l'enlever. Juste au moment où Kiran est revenu, entendant parler de la bague, il s'est précipité pour l'avoir à tout prix. Le gardien, paniqué, a tenté de s'enfuir mais Kiran l'a quand même plaqué au sol. Il a vu la bague, a immédiatement soupçonné qu'il avait assassiné son père, et est devenu fou en lui saisissant le cou. Seok-ho s'est précipité pour s'interposer, mais c'était trop tard, les deux autres se sont battus et sont tombés ensemble de la falaise. C'était vraiment la malchance totale, Seok-ho ne pouvait que se tenir la tête, désespéré. Le gardien avait disparu, et Kiran était gravement blessé, en réanimation. Seok-ho était impuissante car tous les indices avaient été coupés, il ne restait que la bague du professeur Kim. Seok-ho s'est précipité à l'hôpital, est entré dans la chambre du professeur Choi et a jeté la bague sur la table. Qu'avez-vous fait au professeur Kim? Vous l'avez éliminé, n'est-ce pas? Si vous m'aviez dit à l'époque que vous vouliez le supprimer, je l'aurais fait à votre place, car je suis vraiment une pauvre folle. Il est hypocrite, il pense qu'il est différent de moi, il a eu honte quand je l'ai découvert et c'est pour ça qu'il m'a renvoyé, n'est-ce pas? Le professeur Choi n'a rien dit et est parti en silence. Sur le chemin, il a délibérément dépassé la limite de vitesse pour que les caméras le photographient. Dès qu'il est rentré chez lui, il a dit à son aide-ménager de lui préparer du porridge et qu'il pouvait partir tôt après. L'aide-ménager a préparé le porridge et l'a apporté dans la chambre, voyant que le professeur prenait sa douche, il l'a posé et est parti en voiture. En fait, le professeur Choi était déjà discrètement sorti de la maison. Il est allé dans une maison isolée au milieu de la forêt déserte, où il gardait une voiture blanche. C'était la voiture du professeur Kim. Cette fois-là, dès qu'il a ouvert la portière de la voiture, quelque chose lui a collé à la main, le professeur Choi lui a alors donné une lingette humide pour qu'il s'essuie les mains. Après s'être essuyé, il a porté sa main à son nez et a reniflé. De retour au présent, le professeur Choi a conduit la voiture blanche pour rencontrer l'inspecteur Lee, le scénario étant exactement le même que la fois précédente. Quand il a ouvert la portière de la voiture, quelque chose lui a aussi collé à la main, le professeur Choi lui a donné une lingette humide, il l'a utilisée puis a porté sa main à son nez pour renifler. Il s'est avéré qu'il avait rendez-vous avec Lee pour parler de l'inspecteur Jang. L'inspecteur Lee savait déjà que les poils trouvés sur les vêtements de la victime provenaient d'un Rottweiler. Par coïncidence, Seok-ho élevait aussi plusieurs de ses chiens, et il n'était pas courant qu'un neurochirurgien élève des Rottweilers. À ce stade, il fut soudainement pris d'une envie irrépressible de dormir. Peu de temps après, il ne restait plus que le professeur Choi dans la voiture, portant des gants, appuyant sur le bouton de la musique pour se détendre. Cette année-là, c'est lui qui avait mis un couteau sous la gorge du professeur Kim, le forçant à appeler son fils pour la dernière fois. Il n'est pas étonnant que l'épisode 4 soit intitulé « Ensemble avec le démon ». Ce duo maître-élève est vraiment un monstre où personne ne l'emporte sur l'autre. Cette année-là, c'est le professeur Choi qui avait mis un couteau sous la gorge du professeur Kim, le forçant à appeler son fils pour la dernière fois.
Dès que Monsieur Kim a raccroché, le professeur Choi l'a immédiatement aspergé de sang, puis lui a donné un mouchoir pour arrêter l'hémorragie. Monsieur Kim a trébuché pour s'échapper, mais a été acculé par le professeur Choi et est tombé de la falaise. Le professeur Choi, certain de la mort de Monsieur Kim, s'en est allé. Contre toute attente, Monsieur Kim était toujours en vie. Il s'est avéré que c'est l'assistante là qui l'a sauvé. Cette année-là, le professeur Choi lui avait demandé d'acheter un terrain en montagne. Quand elle a trouvé plusieurs parcelles, il a choisi celle où il n'y avait que des chiens errants, et dont le propriétaire était découragé et impuissant. Curieuse, elle l'a suivi et a été témoin de la façon dont le professeur Choi a attaqué Monsieur Kim. Elle n'a pas osé alerter la police mais a tout de même réussi à le sauver. Après avoir échappé à la mort, Monsieur Kim a subi de graves lésions cérébrales, au point de ne plus se souvenir de son propre nom. Elle l'a emmené à l'hôpital psychiatrique sous un faux nom. Il est décédé il y a 3 mois dans une maison de retraite. Après avoir confirmé que Monsieur Kim était vraiment mort, le professeur Choi est retourné à la falaise et a jeté sa bague. Il s'est soudainement souvenu que ce hockey avait dit qu'ils se ressemblaient beaucoup, comme les deux faces d'une même pièce. Il avait toujours nié cela, mais elle avait peut-être raison. Tous les indices ayant été coupés, ce hockey, frustré, est allé chasser le sanglier pendant 2 jours et 2 nuits sans manger ni dormir. Yeom-ju, inquiet, lui a conseillé de se reposer et de tout lui raconter. Contre toute attente, ce hockey s'est fâché et l'a chassé. Les pauvres sangliers ont fait les frais de sa colère. Quand le professeur Choi est allé à l'hôpital rendre visite à Kiran, le médecin a dit que son état n'était pas très bon. Dès qu'il est sorti, il a croisé ce hockey. Elle lui a demandé s'il allait laisser Kiran suivre son père. Le professeur a dit que si Kiran était dans cet état, c'était parce qu'elle s'était mêlée des affaires des autres. Il a révélé que la police avait trouvé des poils de chien sur les vêtements de la petite infirmière. Nous sommes dans le même bateau, n'est-ce pas? Ce hockey a dit qu'elle n'alerterait pas la police à propos du professeur Kim, et a même reconnu que le professeur Choi avait été un excellent professeur. Mais elle a tout de même refusé catégoriquement de l'opérer. Le conflit d'antan ne pouvait pas être oublié si facilement. L'inspecteur Jang était en proie à des maux de tête à cause de l'affaire de la chirurgie clandestine. De plus, l'inspecteur Lee avait disparu sans laisser de traces. Il a ordonné de recueillir toutes les vidéos de surveillance de cette nuit-là, pour savoir où il était allé après avoir quitté le poste. Le jeune recrue a soupçonné le président Min d'être impliqué car l'inspecteur Lee l'avait mentionné avant de disparaître. En vérifiant l'historique des appels de Lee, l'inspecteur Jang a découvert que la dernière personne qu'il avait appelée était le professeur Choi. L'inspecteur a ensuite secrètement informé la pègre de la situation de l'affaire, des hommes de main du patron pour qui ce hockey faisait des opérations illégales. Il a également accusé le président Min d'avoir informé la police. La récompense pour lui était une épaisse enveloppe. L'inspecteur Jang a pris rendez-vous avec le professeur Choi, l'interrogeant directement sur l'appel de cette nuit-là avec l'inspecteur Lee. Le professeur a déclaré qu'ils avaient prévu de se rencontrer, mais qu'ils n'avaient finalement pas pu venir car il ne se sentait pas bien. En fait, nous voulions nous rencontrer à cause de vous. Il a dit que vous aviez accepté des pots de vin. Bien sûr, l'inspecteur Jang n'a pas cru le témoignage du professeur et a dit qu'il vérifierait. En fait, l'inspecteur Jang avait envoyé ses subordonnés chez le professeur Choi pour enquêter. Mais le professeur avait tout planifié avant d'agir, donc ils n'ont trouvé aucun indice. Yeom-ju est allé dîner seul au restaurant de Marie. La propriétaire du restaurant semblait très soulagée d'être débarrassée de son petit frère vantard. Elle a demandé pourquoi ce hockey n'était pas venu. C'était aussi ce qui inquiétait Yeom-ju, car ce hockey n'avait rien mangé ni bu ces derniers jours. À ce moment-là, elle était chez elle, réfléchissant aux paroles du professeur Choi. Le docteur Yan-ho est passé la voir car Yeom-ju s'inquiétait beaucoup pour elle. Ces derniers temps, il n'avait pas non plus eu de chirurgie. Ce hockey ne souhaitait qu'être enfermé dans une prison où elle pourrait pratiquer des chirurgies toute la journée. Juste manger, dormir et opérer. Dans ce cas, une peine de prison à perpétuité lui conviendrait. Yan-ho a dit que lui et Yeom-ju la suivraient. Mais lui la suivrait en tant que médecin, tandis que Yeom-ju la suivrait simplement pour elle. Il lui serait inconditionnellement loyal. Il se souciait vraiment d'elle. Ce hockey s'est souvenu de leur première rencontre avec Yeom-ju, que Yan-ho avait présentée. À l'époque, ce jeune homme un peu simple d'esprit souffrait d'une tumeur cérébrale maligne. Pourtant, il ne voulait pas être opéré même si ce hockey était prêt à le faire gratuitement. Elle a tout de suite deviné qu'il avait peur de la chirurgie et voulait juste partir paisiblement. Mais partir paisiblement n'était pas une option. Quand la tumeur grossirait, il aurait des maux de tête atroces chaque jour, sans parler des vomissements. Ce serait une mort lente et douloureuse. Mais s'il mourait pendant l'opération, ce ne serait qu'une seconde, il s'endormirait et ne se réveillerait plus. Si tu veux partir paisiblement, cette méthode est meilleure. Yeom-ju a alors accepté que ce hockey l'opère. Bien sûr, l'opération a réussi, c'est pourquoi Yeom-ju est en vie aujourd'hui. Ce hockey a demandé à ce jeune homme de chanter une chanson pour la remercier, mais son visage restait impassible. De retour au présent, Yeom-ju était en train de nettoyer la pharmacie quand des malfrats sont arrivés, et leur attitude ne laissait rien présager de bon. Le lendemain, ce hockey a découvert que Yeom-ju n'était pas chez lui. Quand elle l'a appelé, il a dit qu'il était à l'école. Ce hockey est allé à l'école mais ne l'a pas trouvé, alors Yeom-ju a dit qu'il était au cinéma avec des amis. Il s'est avéré qu'il avait été enlevé et torturé par les malfrats. L'homme a demandé à Yeom-ju s'il avait tué la petite infirmière. Où est-ce ton patron? Ce jour-là, vous n'étiez que tous les deux là-bas. Au début, Yeom-ju a catégoriquement refusé de parler, mais quand il a menacé de kidnapper ce hockey pour l'interroger, il a décidé d'avouer le crime à sa place. Grâce à une source confidentielle qui a fourni le numéro de téléphone de Mine Noire, l'inspecteur Jang l'a immédiatement appelé pour le rencontrer. Dès que Mine Noire a raccroché avec l'inspecteur, il a appelé le professeur Choi, le menaçant de révéler l'affaire des opérations chirurgicales clandestines de ce hockey. Le professeur a paniqué et a appelé l'inspecteur Jang, exigeant de le rencontrer tout de suite.
Mais l'inspecteur a refusé, car il avait déjà un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Il semblait avoir commencé à douter du professeur Choi. Cette nuit-là, Mine Noire a emmené ses hommes rencontrer le professeur Choi. Il avait l'intention de le cacher temporairement dans ce luxueux appartement. Mine Noire savait que Yao et Seoke pratiquaient des chirurgies clandestines mais ne l'avaient pas encore révélé à la police. Il voulait attendre de voir quelle partie offrirait les conditions les plus attrayantes. Quand il a demandé au professeur s'il avait préparé Seoke, le professeur Choi est devenu furieux. Il ne voulait que l'asperger de sang immédiatement. Mais ce n'était qu'une imagination. Mine Noire avait un rendez-vous avec l'inspecteur Jang mais n'est pas venu, il ne faisait que lui faire des allusions. Le but principal était de faire pression sur le professeur Choi. Dès que le professeur est parti, il a appelé son client pour lui annoncer la bonne nouvelle. C'était une personne influente qui avait besoin du meilleur chirurgien de Corée. Seoke a cherché Yeomju au cinéma mais ne l'a pas trouvé. Juste à ce moment-là, il l'a appelé. Plus précisément, les voyous ont utilisé son téléphone pour l'appeler. Quand elle est arrivée à leur repère, Seoke a vu que Yeomju avait été battu et était couvert de bleu. Le chef n'a pas tourné autour du pot et l'a interrogé directement sur l'affaire de l'infirmière Miran. Si la police creuse, ils remonteront jusqu'à moi et mon gang. J'ai besoin de savoir à quoi je fais face. Ce gamin prétend que c'est lui, mais il n'en a sûrement pas le cran. Je sais que c'est toi qui as agi. Seoke n'a même pas pris la peine de nier, elle a juste garanti qu'elle avait réglé l'affaire et qu'elle ne l'impliquerait pas. Le chef a montré à Seoke une photo de Mine Noire, lui demandant de s'assurer que ce type ne puisse plus dire un mot à la police. Sur le chemin du retour, Seoke a soudainement arrêté la voiture et a demandé à Yeomju s'il voulait déménager aux Philippines avec elle. Nous pourrions ouvrir une pharmacie là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Peux-tu te ressaisir? Je suis malade d'être ici. Nous n'avons qu'à faire nos valises et disparaître. Tu as dit que tu me suivrais partout. Je pensais que tu le ferais. Je ne peux pas juste partir comme ça. À ce moment précis, des camions de pompiers sont arrivés, se dirigeant droit vers la maison de Seoke. Elle a couru en panique et a vu un incendie faire rage du côté de l'entrepôt, là où elle élevait ses 3 chiens. Seoke a été profondément attristée de voir l'entrepôt complètement détruit par le feu. La pyromane était l'assistante là, et la personne qui a donné l'ordre n'était autre que le professeur Choi. Le but était de détruire les preuves du meurtre commis par Seoke. Seoke a appelé le professeur, exigeant de le voir tout de suite. Elle a foncé vers le lieu de rendez-vous, percutant l'arrière de sa voiture, les yeux emplis d'une fureur froide. Pas encore apaisée, elle a reculé sa voiture et l'a percutée une seconde fois. Cette fois, le professeur Choi est sorti de sa voiture, a calmement sorti sa cigarette et a fumé, comme s'il défiait Seoke. Furieuse, elle a appuyé sur l'accélérateur et a foncé droit sur lui, mais au dernier moment, elle a tourné le volant sur le côté et a filé au loin. Pour une personne seule comme Seoke, perdre ses 3 chiens adorés n'était rien de moins que de perdre ses enfants, ses amis les plus chers. Regarder ses colliers brûlés lui a brisé le cœur et l'a fait pleurer. C'est alors que Mine Noire est arrivée, de manière inattendue. Il s'est avéré que c'était une vieille connaissance. Auparavant, cet homme avait embauché Yao et Seoke pour une opération. Ils ont catégoriquement refusé quand ils ont appris que son but était le trafic d'organes. Après un échange sarcastique, il a sorti le dossier d'un patient atteint d'une tumeur cérébrale nécessitant une intervention chirurgicale. Seoke a immédiatement refusé, il s'est tourné vers Yao. Comment le docteur Yao peut-il travailler avec quelqu'un comme elle? Seoke était furieuse et voulait le faire disparaître sur le champ. C'est bien le maître et son chien. Mine Noire a rappelé qu'elle lui devait encore 120 millions de wons, capital et intérêts compris. À ce stade, elle ne pouvait plus refuser. Seoke et son équipe ont été emmenés par le gang sur un bateau extrêmement luxueux. Le patient devait être une personne très riche et puissante. On disait que cette opération nécessiterait 2 chirurgiens. Au même instant, le deuxième médecin est apparu, est descendu de la voiture et s'est dirigé vers Seoke. Qui d'autre que le professeur Choi? Seoke l'a regardé fixement, comme si elle voulait le dévorer. Retour dans le temps, à l'époque où le professeur Choi venait de rentrer au pays, le chef de département lui parlait souvent de l'étudiante à problème Seoke. La jeune orpheline aveugle n'avait apporté qu'un sac à dos le jour de la rentrée, et était accompagnée d'une assistante sociale. Cependant, le professeur Choi a ressenti de l'empathie, car il avait lui aussi été un étudiant pauvre, tandis que ses amis conduisaient tous des voitures de luxe et portaient des vêtements de marque. Le chef de département a dit que Seoke avait des problèmes mentaux, profitant de ses excellents résultats scolaires pour exiger toutes sortes de bourses et d'aides. Une fois, des gangsters ont même fait irruption dans la salle de classe pour réclamer de l'argent à Seoke. Il s'est avéré qu'elle était tellement à court d'argent qu'elle avait contracté des dettes lourdes. Il a dit que si elle avait besoin d'argent, elle devait prendre un travail à temps partiel. Lisez juste, et vous saurez pourquoi je déteste cette fille. Le professeur Choi a conservé ce formulaire avec soin jusqu'à présent, le relisant occasionnellement. De retour au présent, Seoke était furieuse contre Mine Noire. Pourquoi avoir choisi le professeur Choi pour opérer avec moi, parmi tant de gens? Il a expliqué que c'était le patient qui avait demandé le meilleur médecin de Corée. Le professeur Choi sera le chef de l'opération, et toi, tais-toi. Yeomju a eu la bouche ouverte en voyant la salle d'opération avec des équipements si sophistiqués qu'elle ne différait en rien d'un hôpital de pointe. Il était juste inquiet parce que Seoke ne serait pas le chirurgien principal, craignant qu'elle ne se mette en colère contre le professeur Choi pendant l'opération. À ce moment, le navire transportant l'équipe chirurgicale avait pris le large. Sur le pont, Seoke, les yeux larmoyants, a jeté les 3 colliers de ses chiens de compagnie à la mer. Le professeur Choi s'est approché, elle lui a demandé pourquoi il était là, il ne manquait pas d'argent n'est-ce pas?
Je suis juste curieux de voir votre vie criminelle, vous êtes toujours impliqué dans cette affaire de chien. Vous avez fait une erreur, alors je dois gérer votre désordre. Soyez reconnaissante alors, je pourrais les cacher, pourquoi les avez-vous brûlés vifs comme ça? Ce ne sont que quelques chiens. En entendant cela, Seo-Kei est immédiatement devenue furieuse, le frappant violemment avec un bâton comme pour venger ses chiens. Heureusement que Chan-Young et Yao sont intervenus pour l'arrêter, sinon le professeur Choi aurait pu y laisser sa vie. Seo-Kei est retourné dans sa chambre mais n'arrivait toujours pas à calmer sa colère. Chan-Young a supplié à l'extérieur, mais en vain. Deok-hui, ayant eu vent de l'affaire, lui a rappelé de contrôler Seo-Kei. Si elle gâche l'opération, personne ne s'échappera vivant de ce navire. Le professeur Choi s'est demandé comment Yao pouvait travailler avec Seo-Kei. Elle a de sérieux problèmes psychologiques. Yao lui a demandé d'arrêter de harceler Seo-Kei. Et, je viens d'être agressé. Yao a trouvé un excellent médecin pour opérer le cerveau du professeur Choi. Mais il a insisté pour que Seo-Kei l'opère, car elle est la meilleure. Je l'ai formée, toutes ses compétences et ses connaissances viennent de moi. Je ne l'ai pas harcelée. Elle me doit tout et insiste pour ne pas me rendre l'appareil. Les personnes que vous avez enseignées ne vous doivent rien. À ce moment-là, Byung-gun est rentrée au pays. Elle est allée le chercher à l'aéroport et l'a emmené à la villa du professeur Choi. Byung-gun voulait parler au professeur, mais elle a dit qu'il était actuellement dans un endroit où il ne pouvait pas répondre au téléphone. Le lendemain matin, Deok-hui a amené le professeur voir le patient. C'était le vieil Kim Eun-ta, le chef d'une secte. Il a dit au professeur Choi qu'il devait absolument le sauver. Il était malade mais n'osait pas aller à l'hôpital car il avait dit à ses disciples qu'il était immortel. Pourtant, il a osé dire au professeur Choi d'avoir la foi, l'invitant à rejoindre la secte. Chan-Young a apporté du pain à Seo-Kei, mais elle n'a pas voulu manger. Yao a mentionné le professeur Choi, ce qui l'a encore plus irrité. De plus, Deok-hui est venue s'immiscer, lui disant qu'elle ne devait pas frapper son professeur comme ça. Seo-Kei s'est demandé pourquoi l'opération devait avoir lieu la nuit, si fatigant. Il a expliqué que c'était à la demande du patient, il voulait avoir l'impression de dormir pendant l'opération. Le client est roi. C'est alors que Yao a révélé que le patient était le chef de secte Kim Eun-ta. En entendant cela, Seo-Kei a clairement montré son dégoût. La secte de ce vieil homme compte plus de 200 000 adeptes, pas étonnant qu'il ait l'argent pour louer un navire entier pour une telle opération. Chan-Young craignait que s'il y avait une erreur lors de la première assistance chirurgicale, ils prendraient leur vie. Seo-Kei a dit que les mains du professeur Choi tremblaient beaucoup. Je suis occupé avec l'endoscopie, alors surveillez-le. Si c'est si grave, il aurait dû le signaler. Il a un ego énorme, il ne se soucie que de lui-même. Quoi, Deok-hui aussi a disparu. L'inspecteur Kang a seulement demandé une semaine supplémentaire pour enquêter. L'équipe est immédiatement allée arrêter le chef des passeurs, celui qui avait fourni le numéro de téléphone de Deok-hui. Le professeur Choi a sorti la dernière fiole d'analgésique et l'a injectée dans son bras. C'est le seul moyen pour lui de réaliser l'opération. Finalement, l'heure est venue, le gourou Kim a été emmené à la salle d'opération, où Seo-Kei et son équipe attendaient. Deok-hui a présenté Seo-Kei comme la meilleure élève du professeur Choi. Le vieux gourou a trouvé qu'elle était trop jeune, juste une gamine. Seo-Kei a immédiatement rétorqué qu'il était trop vieux et pas assez fort pour l'opération. Il lui a alors demandé d'expliquer ce qu'elle ferait dans sa tête. Bien sûr, cela n'a pas posé de problème à Seo-Kei. Sa tumeur est dans une position très difficile, le professeur Choi l'abordera par le haut, et moi, je ferai une endoscopie par le sinus, nous l'enlèverons des deux côtés. Seo-Kei craignait toujours que la main du professeur Choi ne tremble, si jamais il y avait un problème pendant l'opération, qu'il change de place. Mais le professeur était aussi très têtu, insistant pour opérer lui-même. Au moment où Seo-Kei retirait la tumeur, il a ordonné d'en retirer plus. La jeune femme têtue s'est immédiatement opposée, mais il était si ferme qu'elle a finalement dû obéir. Pendant ce temps, l'inspecteur Kang interrogeait le chef des passeurs. Il s'est avéré qu'il avait l'intention de faire passer Deok-hui en Chine, mais cela n'a pas pu se faire car il y avait des patrouilles de garde-côte ce jour-là. L'inspecteur Kang avait promis de l'épargner s'il fournissait le numéro de téléphone de Deok-hui. Mais maintenant, désespéré, il était prêt à revenir sur sa parole, l'autre homme a donc dû appeler Deok-hui. En entendant la voix de l'inspecteur Kang, Deok-hui a cherché une excuse pour raccrocher. Mais il l'a menacé de l'inculper du meurtre de l'inspecteur Lee. Pendant qu'il retirait la tumeur, la main du professeur Choi a tremblé, faisant saigner le patient. Seo-Kei a demandé avec inquiétude s'il devait changer de place, mais il a juste fermé les yeux un instant pour se reposer avant de continuer. Chan-Young, assistant pour la première fois, était maladroite, ce qui a agacé Seo-Kei. Le professeur s'est alors retourné et l'a taquiné, lui demandant si elle pouvait se concentrer. Elle était trop arrogante pour que quiconque l'apprécie. Elle était dangereusement impulsive, égoïste et ingrate. Alors, à qui devrais-je être reconnaissante? Vous ne m'êtes pas reconnaissante, mais moi, je vous suis reconnaissant. Les moments où nous avons travaillé ensemble ont été les plus excitants et les plus complets de ma vie. Alors je vous suis très reconnaissant, vraiment beaucoup. J'espère que vous le croyez. Je n'ai jamais pensé que les saignements étaient si intéressants, jusqu'à ce que vous apparaissiez. Pour la première fois en entendant les paroles sincères de son professeur, Seo-Kei fut ému aux larmes. Finalement, l'opération s'est bien déroulée, le professeur Choi a poussé un soupir de soulagement. Seo-Kei a réfléchi un moment, perdu dans ses pensées, puis a couru le chercher. Mais elle était toujours trop timide pour dire quoi que ce soit, et lui a dit de parler s'il avait quelque chose à dire. Ce n'est plus un secret que vous me détestez, je ne vous déteste pas, au contraire. Quand je travaillais à l'hôpital avec vous, je ressentais la même chose. C'était la période la plus heureuse de ma vie. J'aimais travailler là-bas plus que tout. Mais maintenant, en repensant à ces jours, je suis si triste, c'est comme une torture. C'est la dernière fois que nous opérons ensemble, n'est-ce pas? Merci pour tout.
Chan Young a pensé que le professeur Choi était malade et est venu lui rendre visite. À sa surprise, il a rencontré Byung-gun chez lui. Il a mentionné qu'il allait bientôt collaborer avec Seo-Tae pour une opération extrêmement difficile. Chan Young a regardé les nouveaux clichés et a su que la maladie du professeur était déjà très grave. Comme toujours, Yan-ho resterait pour surveiller le patient. Seo-Tae semblait déçu de savoir que le professeur Choi était parti en avance. Mais le professeur n'est pas rentré directement chez lui, il a demandé à Deok-hui de passer par le quai. Il a ressorti la demande d'internat de Seo-Tae de cette année-là et l'a relue. Envoyé au chef de service, vous me détestez depuis longtemps, n'est-ce pas? Je le sais, mais je devais de toute façon devenir neurochirurgien à tout prix. Vous ne comprenez peut-être pas à quel point c'est important pour moi, mais c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit au programme de résidence en neurochirurgie. Depuis que je suis jeune, mon esprit n'a cessé de penser. Chaque minute, chaque heure était ainsi, ce qui m'empêchait de faire quoi que ce soit. Je ne pouvais ni manger ni dormir, tout cela parce que mon esprit ne voulait pas s'arrêter. J'avais l'impression qu'il y avait de petites explosions dans mon cerveau à chaque seconde. J'aimais cette sensation mais c'était vraiment douloureux. Mes professeurs disaient que j'étais très intelligente mais que je manquais de concentration. Mais ce n'est pas ma faute, je crois qu'il y a un petit ver qui vit dans mon cerveau. Ce ver est toujours occupé à ramper à travers les plis et les replis de mon cerveau, fouillant partout, me faisant penser. C'est pourquoi j'ai mal à la tête, je ne peux pas dormir la nuit, je ne peux me concentrer sur rien. J'aimerais pouvoir ouvrir ma tête pour attraper ce ver, mais c'est impossible. Je sais que c'est une idée ridicule car le cerveau humain n'est pas fait pour être ouvert, surtout pas son propre cerveau. Mais la première fois que je suis entrée dans une salle d'opération, j'ai vu un vrai cerveau humain. J'ai ressenti la magie de ce labyrinthe. Il était finement tissé de chemins sinueux, d'une délicatesse et d'une minutie extrême. À ce moment précis, mon esprit a enfin cessé de s'agiter. Pour la première fois, je n'étais plus distraite, j'avais l'impression d'entrer dans un territoire inexploré. J'étais la seule au monde à venir voir ce cerveau, ce labyrinthe, cet univers. Maintenant, il est clair pourquoi le professeur Choi tenait tant à Seo-Tae et à cette candidature. L'histoire de Seo-Tae est exactement comme sa propre vie. Deok-hui a invité Seo-Tae et Chan Young à fêter leur victoire, mais en réalité, il avait un complot en tête. Hier, il a été menacé par l'inspecteur Kang et avait l'intention de livrer Seo-Tae pour un échange, mais Seo-Tae n'est pas non plus une enfant de cœur. Elle a prétexté un mal de tête pour demander à Chan Young d'aller acheter des médicaments, mais ses yeux suivaient Deok-hui de près. Deok-hui avait l'intention d'inviter Seo-Tae au point de rendez-vous pour la livrer à l'inspecteur Kang. Il ne s'attendait pas à ne plus la voir à son retour. Alors qu'il la cherchait, Seo-Tae est apparu de façon inattendue, lui disant d'aller dans un endroit pour parler en privé. Un endroit où il n'y aurait que nous deux. Au même moment, l'inspecteur Kang a rappelé, demandant où se trouvait le professeur. Sa maladie est trop grave, il ne lui reste plus beaucoup de temps, dites-lui d'aller immédiatement à l'hôpital. À ce moment-là, l'inspecteur Kang a vu l'ombre de Deok-hui et Seo-Tae de loin. Soudain, Seo-Tae se retourna, apercevant brièvement quelqu'un qui ressemblait au professeur Choi en train d'entraîner Deok-hui. À ce moment, Chan Young venait de revenir, voyant des taches de sang sur le sol et la police qui s'approchait. Il a paniqué et a tiré Seo-Tae pour s'enfuir. Arrivé dans une petite ruelle, Seo-Tae a reçu un message d'un numéro inconnu, lui donnant rendez-vous au phare rouge. Quand ils sont arrivés au point de rendez-vous, Chan Young a trouvé la clé de voiture de Deok-hui. Les deux sont allés chercher la voiture, dans laquelle il y avait un tas de fausses plaques d'immatriculation. Seo-Tae a rappelé Yan-ho pour s'enquérir de l'état du professeur Choi. Il lui a dit qu'il avait vu l'IRM de son professeur et que l'opération n'était plus possible. Mais Seo-Tae était certaine qu'elle pouvait l'opérer, et a exigé que Yan-ho lui envoie les clichés. L'inspecteur Kang est arrivé sur les lieux mais n'a trouvé personne, seulement des gouttes de sang sur le sol. Peu de temps après, la police a découvert Deok-hui, mais il n'était plus qu'un corps sans vie. Le professeur a appelé Byung-gun pour le remercier pour les analgésiques qu'il lui avait envoyés, mais il a dit que ce n'était toujours pas suffisant. Le professeur a prévu de revenir le lendemain et de le rencontrer pour discuter de l'opération. Ce soir-là, Seo-Tae n'a pas dormi, attendant avec impatience que Yan-ho lui envoie les images. En entendant qu'elle affirmait que le professeur Choi avait purifié Deok-hui, Chan Young s'est inquiété pour lui. Il se demandait s'il avait réussi à se débarrasser du corps. Sans lui, ils auraient été arrêtés par la police. Il nous a même trouvé une voiture pour nous enfuir. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Envoyer une carte cadeau pour le remercier? Enfin, Yan-ho a envoyé l'IRM du professeur Choi. Son état était pire que celui du scanner qu'il avait donné à Chan Young. Il m'a encore menti. Il est si gravement malade et il est tombé amoureux de vous. Vous n'allez pas le laisser mourir, n'est-ce pas? Je sais qu'il est très important pour vous. Chan Young n'arrêtait pas de parler pendant que Seo-Tae avait un mal de tête à en mourir. Le légiste a conclu que l'arme qui a tué Deok-hui était un objet mince et tranchant, d'environ 1 centimètre de large. La particularité est que l'agresseur a poignardé la rate entre les côtes. Il pourrait s'agir d'une intention délibérée de provoquer une hémorragie interne et de contrôler le saignement à un degré suffisant pour que la victime ne s'évanouisse pas sur place et puisse être transportée hors des lieux. La blessure externe était très petite, de sorte que le sang ne s'est pas échappé en grande quantité mais s'est accumulé à l'intérieur de la cavité abdominale. Par conséquent, lorsqu'ils sont partis, cela n'a pas attiré l'attention des autres. L'autopsie a montré que l'agresseur avait agi de manière très propre et nette. La police a vérifié les caméras de sécurité mais n'a pu voir que le dos de l'agresseur. Tous ont supposé qu'il s'agissait du chirurgien clandestin que Deok-hui avait l'intention de livrer.
Agir avec une telle habileté doit signifier qu'il a des antécédents criminels. L'inspecteur Khan était agacé parce que l'inspecteur Som, d'une autre équipe, venait toujours fouiner dans la sienne. En réalité, l'inspecteur Khan savait très bien qui était le coupable. À ce moment-là, il avait juste eu le temps d'apercevoir le professeur Choi emmener Deok-hui dans la petite ruelle. Il était vraiment choqué de découvrir que son vieil ami était un meurtrier. L'inspecteur Som a ensuite divulgué toutes les informations qu'il avait obtenues au chef de la pègre. Ce dernier a été un peu surpris d'apprendre que l'assassin de Deok-hui était un homme et non une femme. Dès qu'il a raccroché, le chef s'est plongé dans la vidéo de la merveilleuse opération que Seo-Kei avait réalisée pour le sauver. Quelques jours plus tard, Yang-ho est revenu. Dès qu'il a ouvert la porte de la clinique, il a vu Seo-Kei et Chan-young qui l'attendaient. Voyant sa main bandée, Seo-Kei, curieuse, l'a ouverte et a vu une morsure, mais c'était une morsure humaine. C'était ce vieil hérétique malodorant? Vous auriez dû mordre en retour, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous si gentil? Et, cherchez où vit cet hérétique. Pourquoi faire? Pour pouvoir le mordre en retour, n'est-ce pas? Chan-young a éclaté de rire, ce qui a rappelé au professeur Choi Seo-Kei. Elle a demandé à Yang-ho de lui trouver une salle d'opération pour l'opérer. Que cela en vaille la peine ou non, je dois le faire. Sauver sa vie d'abord, on verra après. Après avoir regardé l'IRM, Yang-ho a reconnu que l'état du professeur était pire que prévu. Seo-Kei a dit que sa tumeur enveloppait l'artère cérébrale, et qu'il faudrait peut-être enlever toute l'artère et greffer un vaisseau sanguin de remplacement. Seo-Kei avait opéré un cas similaire à la fin de l'année dernière, le patient est décédé d'une perte de sang, mais c'était la première fois qu'elle greffait un vaisseau. Cette fois, Seo-Kei était certaine qu'elle réussirait. Yang-ho l'a également soutenu et a dit qu'il trouverait une salle d'opération. Le professeur qui m'a présenté Byung-gun au président des médecins de l'hôpital. Les jeunes médecins étaient agités car le professeur avait réussi à faire venir un médecin de renommée mondiale des États-Unis. Il s'est avéré qu'il avait été invité à collaborer sur la recherche en chirurgie de greffe vasculaire pour l'artère cérébrale. C'est l'une des chirurgies neurologiques les plus complexes et sophistiquées, avec un risque extrêmement élevé. Byung-gun était impatient de rencontrer Seo-Kei. Regarder sa vidéo d'opération lui rappelait un ami. Il était toujours aussi décisif en salle d'opération, comme une machine haute performance. Mais en dehors de la salle d'opération, c'était un sacré salaud. Il était très doué pour transformer de nouvelles connaissances en ennemis. Un génie qui sait qu'il est un génie est le type le plus détestable, n'est-ce pas? Tout le monde l'évitait, mais j'aimais me lier d'amitié avec de telles personnes. Parce qu'être près d'eux m'aiderait à atteindre de plus grands succès, comme cet ami qui est décédé. Je ne sais pas s'il disait la vérité ou s'il critiquait le professeur Choi. Byung-gun a de nouveau demandé quand il pourrait rencontrer Seo-Kei, le professeur Choi s'est contenté d'un sourire énigmatique. Chan-young a dit à Seo-Kei de ne plus opérer le professeur Choi à cause des risques trop élevés. Mais Seo-Kei était déterminé à ne pas faire d'erreur. C'est alors que le gangster l'a invité à rencontrer le boss. Les deux ont été conduits à une villa, où tout le gang déjeunait. Seo-Kei est allé directement manger avec le boss tandis que Chan-young a été retenu à l'extérieur. Le boss a dit que la police n'avait trouvé aucune preuve dans l'affaire Deok-hui, mais qu'elle avait identifié le coupable comme étant un homme. Il était curieux de savoir qui avait agi, mais Seo-Kei n'a rien dit. Quoi qu'il en soit, après avoir regardé la vidéo de sa propre chirurgie cérébrale, il a trouvé cela tellement miraculeux et était encore plus reconnaissant envers Seo-Kei. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à lui en parler. L'inspecteur Khan a invité le professeur Choi à dîner. Le professeur a demandé ce qu'il y avait, mais il ne disait rien, se contentant de boire coup sur coup. Le professeur a vu cela et lui a dit de parler franchement. L'assassin de l'infirmière au temple est probablement aussi le meurtrier de Deok-hui et du policier Lee, n'est-ce pas? Dites-moi, pourquoi avez-vous tué Deok-hui? J'y ai réfléchi sans trouver de réponse. Une personne de votre statut, pourquoi feriez-vous de la chirurgie clandestine? Le médecin que Deok-hui allait dénoncer, c'était vous. Vous l'avez tué. Je l'ai vu de mes propres yeux, vous avez aussi tué le policier Lee, n'est-ce pas? À sa surprise, le professeur Choi a souri mystérieusement. Je sais aussi ce qui vous concerne. De quoi s'agit-il? C'est exactement ce à quoi vous pensez. Cela pourrait le ruiner en un instant. Jian Dongjian, maintenant il n'y a plus de secret entre nous. Que devrions-nous faire? Voulez-vous le poste? Je suis prêt, et vous? Pouvez-vous laisser votre famille pour aller en prison? Le fils du professeur Kim, Ki-gang, n'a pas survécu. Le professeur Choi est venu rendre visite et a été provoqué par Seo-Kei. Il voulait absolument savoir pourquoi il avait fait échouer Monsieur Kim. Le professeur Choi n'a pas pu se dérober plus longtemps et a dû dire la vérité. À ce moment-là, le professeur Kim l'avait remarqué et voulait l'inviter à son hôpital à Los Angeles. Le président avait recommandé plusieurs personnes et ce salaud l'avait choisi. Impossible, vous pensiez que j'irais avec lui? Ce salaud est un homme d'affaires, pas un médecin. Il a forcé de jeunes médecins à faire un tas d'opérations, tout ça pour son propre profit. Vous ne savez pas combien de personnes se sont effondrées après avoir travaillé pour lui. Ce charlatan, il ose me voler la personne que j'ai si durement formée? Pour qui se prend-il? Vous avez raison, il l'a bien mérité. Si j'avais été à votre place, je l'aurais aussi fait disparaître. Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Son élève, qui s'opposait toujours à lui, était aujourd'hui d'accord avec lui, ce qui troubla grandement le professeur Choi. À ce moment-là, il pleuvait à verse, et les deux, professeur et élève, se sont souvenus de ce jour-là, le jour où Seo-Kei a été renvoyé de l'hôpital par le professeur Choi. Elle s'est agenouillée sous la pluie, implorant le pardon, mais il n'a fait que passer froidement devant elle. Pourquoi m'avez-vous traité ainsi? Je veux que vous me disiez clairement, le professeur Choi a juste soupiré sans rien dire. On aurait cru que l'inspecteur Khan serait inquiet à cause des menaces du professeur Choi, mais il était étonnamment confiant. Vous êtes sûr de ça, mais moi je ne le suis pas.
Un subordonné a signalé qu'il y avait une vidéo de surveillance de meilleure qualité. En regardant attentivement la cassette, il a découvert que Seo-Tae se tenait juste là aussi. Le professeur Choi a emmené Seo-Tae à l'ancienne salle d'opération de l'hôpital et lui a dit de poser toutes les questions qu'elle voulait. Seo-Tae a continué à insister sur la raison pour laquelle il l'avait évité. Quand j'ai découvert que vous alliez tuer Monsieur Kim, j'étais en fait très heureuse. Je sentais que vous étiez comme moi, mais vous vous êtes senti transpercé par mon regard, n'est-ce pas? Cela a blessé votre fierté. Sinon, qu'aurais-je dû faire? M'asseoir et vous dire que j'allais le tuer? Est-ce ce qu'un professeur devrait faire? Alors c'était vrai, mais pourquoi vous êtes-vous senti honteux? En fait, j'étais très heureuse à ce moment-là. Écoutez, idiot, mon professeur tue aussi parfois des gens. Comme moi, nous sommes du même genre. C'est ça votre problème. Vous êtes si heureuse de savoir que votre professeur est un tueur? Vous avez raison, ce n'est pas normal, mais c'est ce que je ressens vraiment. Bien que vous m'ayez frappé plusieurs fois et que vous m'ayez fait souffrir, je ne veux toujours pas que vous mouriez. Laissez-moi vous opérer. Comment? Je suis sur le point de mourir, alors vous me harcelez? De quoi parlez-vous? Je ne veux juste pas que vous mouriez. Acceptez-vous l'opération? Ne dites pas que vous ne voulez plus le faire. Quoi d'autre à considérer? Pas d'opération, c'est la mort, vous le savez bien. Ou devrais-je vous tuer tout de suite pour en finir? Peu importe, vous devez l'accepter. Je vais chercher une salle d'opération. Ne faites rien de stupide comme de vous enfuir et de tuer quelqu'un. Compris? Franchement, je ne comprends pas ce vieux monstre puant. Le professeur Choi, malgré les injures, était ému au point de ne plus pouvoir parler. Il informe Erlen Kim qu'ils diront à l'hôpital que lui et Yuran sont les deux chirurgiens, mais qu'en réalité ce sera lui et Seo-Tae. Seo-Tae étudie actuellement les techniques de greffe des artères cérébrales. Yeom-ju bondit à nouveau et pose toutes sortes de questions. Elle était intelligente et bonne élève avant, ses professeurs devaient l'aimer beaucoup. M'aimez-vous parce que je souligne souvent leurs erreurs? Mais tu ne me connais pas si bien, alors pourquoi as-tu accepté quelqu'un comme moi? Que dis-tu? Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas parce que je te comprends, mais parce que je ne te comprends pas que je te suis, espérant qu'un jour je comprendrai ce que tu fais. Mais tu ne sais pas tout sur moi non plus. Bien sûr que je sais, tu as l'esprit simple, c'est exact. Yao a trouvé une salle d'opération clandestine pour le professeur Choi. C'est le bloc opératoire d'un hôpital privé, inutilisé depuis longtemps et maintenant transformé en entrepôt. Ils ne pourront utiliser cette salle d'opération que de 22h à 6h du matin le lendemain. Seo-Tae a trouvé cet endroit très bien et a voulu payer tout de suite, mais il n'a pas accepté l'argent, disant qu'il ne faisait cela que pour le docteur Han. Pendant ce temps, Madame Ra est arrivée de manière inattendue et a donné une carte de visite à Yeom-ju. Seo-Tae a reçu un appel de Chan Young, l'invitant à coopérer à une enquête. Vous devez encore en vouloir beaucoup à Deok, oui, n'est-ce pas? S'il avait été plus généreux, auriez-vous pu conserver votre licence de médecin? Il l'a fait passer par tant de choses, tu dois le trouver effrayant, n'est-ce pas? La question a rappelé à Seo-Tae sa première rencontre avec le professeur Choi Deok. J'ai mis toute ma vie ici. Je veux devenir un excellent médecin comme vous. Je veux être saturé en salle d'opération. Transmettez-moi tout ce que vous savez. Transmettez-moi tout. Alors comment me récompenseras-tu? Je ne te récompenserai pas, j'absorberai juste toutes les connaissances. Le professeur ne dit rien et se contenta de rire. Elle est la faiblesse de Choi Deok. Il n'a aucune raison de faire cette opération. Quant à elle, elle n'a pas d'autre choix. La personne que Min Yeong-ju était censée dénoncer, c'était elle. Elle est la raison pour laquelle Choi Deok a pris la vie de Min Yeong-ju. Que dites-vous? Le professeur Choi et moi ne nous aimons pas. Je le connais trop bien. Je le connais depuis toujours. Tant de choses se sont passées et pourtant il vous a consacré du temps. Choi Deok n'a jamais toléré personne. Mais il vous a toléré. On peut voir que vous êtes sa faiblesse. On dit que vous êtes folle. Mais je sais qu'il est le vrai fou. Avant l'opération à vie ou à mort, le professeur Choi nettoie méticuleusement son bureau. Quant à ce que Byung-gun vous a donné, c'est une épaisse enveloppe. Seo-Tae a appelé pour informer qu'elle avait trouvé la salle d'opération. Elle lui a dit de jeûner à partir de demain après-midi pour se préparer à l'opération. Elle prévoyait de venir le chercher demain soir. Mais le professeur lui a dit d'envoyer l'adresse pour qu'il vienne tout seul. Elle a demandé s'il n'avait toujours pas informé Seo-Tae. À ce moment-là, elle serait en colère et blessée. Oui, je lui ai tiré dans le dos. Elle sera certainement blessée. Mais que puis-je faire d'autre? C'est la vie. Si j'avais su que vous complotiez ainsi, je ne vous aurais pas aidé. Si vous ne voulez pas l'aider, alors ne le faites pas. Ne vous forcez pas. Mais qu'est-ce que Seo-Tae a dit au téléphone tout à l'heure? Ce matin, elle a été interrogée par l'inspecteur Chan Young pendant 3 heures. Pas étonnant que sa voix soit si fatiguée. Ce maudit inspecteur. Le soir suivant, Yao et Seo-Tae étaient prêts pour l'opération. Ils attendaient juste l'arrivée du professeur. Mais à ce moment-là, le professeur Choi appelle l'inspecteur Chan Young. Rencontrez-le dans l'entrepôt isolé de la forêt. L'inspecteur part immédiatement sans hésiter. En voyant l'entrepôt, il n'a aucun doute et s'approche, ouvre la porte et entre. Il voit un grand réfrigérateur. Il l'ouvre et oh mon Dieu. À l'intérieur se trouve le corps congelé du policier Lee. Seo-Tae attend longtemps sans que le professeur Choi n'apparaisse. Finalement, quelqu'un ouvre la porte. Ce n'est pas le professeur, mais un inconnu. C'est le docteur Erlen Kim. À ce moment-là, le professeur Choi entre dans l'entrepôt et affronte l'inspecteur Chan Young.
Il lance l'enregistrement où le policier Lee révèle les crimes de l'inspecteur Chan Young. Une fois, arrivé sur les lieux du crime, j'ai vu l'inspecteur Chan Young déjà présent, ramassant quelque chose comme un briquet, mais dès qu'il m'a vu arriver, il l'a caché. J'ai vérifié la liste des preuves et le briquet n'y figurait pas. Trouvant cela étrange, j'ai commencé à enquêter sur l'inspecteur Chan Young. J'ai découvert qu'il avait détruit des preuves cruciales dans de nombreuses affaires, puis avait approché des suspects pour les extorquer. L'inspecteur Chan Young a ricané, disant que les aveux obtenus sous l'influence de drogue n'avaient aucune valeur. Mais le professeur Choi avait demandé à un bureau de détectives d'enquêter et ils ont confirmé que les paroles du policier Lee étaient vraies. Le professeur a assumé toutes les responsabilités, y compris sa coopération avec Min Yeong-ju pour des opérations illégales, jusqu'à l'assassinat de l'infirmière au temple. Alors, que comptez-vous faire? Continuez d'enquêter et arrêtez-moi. Seo-Kei a été stupéfaite quand Erlen Kim lui a dit que le professeur Choi ne viendrait pas. Il ne veut pas être opéré dans un endroit comme celui-ci? Non, le professeur a planifié en détail son opération, du moment et du lieu aux participants. Avec l'équipement et le personnel ici, l'opération ne peut pas être effectuée. Qu'y a-t-il? C'est moi qui opère. Erlen Kim a souri et a sorti la boîte de xylazine, le sédatif que le professeur Choi utilise souvent. Puisqu'il a utilisé ce médicament, de nombreuses situations inattendues surviendront pendant l'opération. Quand l'a-t-il utilisé? Il faut l'arrêter. Vous ne le comprenez pas du tout. Erlen Kim dit quelque chose qui rend Seo-Kei folle, voulant trouver le professeur immédiatement. Yao donne un calmant à Yeong-ju. Le xylazine que le professeur Choi Deok utilise est un analgésique destiné aux patients atteints d'un cancer en phase terminale. Ses effets secondaires sont aussi graves que son efficacité. L'opération sera beaucoup plus difficile à cause d'une mauvaise anesthésie. Maintenant que tu le dis, il a l'air trop en bonne santé pour quelqu'un atteint d'un cancer en phase terminale. Dans un mois, dans la salle d'opération du nouveau bâtiment de l'université Johnson, Yao sera également invité à superviser l'anesthésie. D'ici là, Seo-Kei ne trouvera pas le professeur Choi Deok, car il s'est déjà caché d'elle. Dès qu'elle saura qu'il a utilisé du xylazine, Seo-Kei voudra l'opérer le plus tôt possible. Mais le professeur ne veut pas ça, il veut que son état s'aggrave. Le professeur veut que sa maladie soit plus grave avant l'opération? Serait-ce qu'il veut mourir sur la table d'opération? Oh mon Dieu, je n'avais pas prévu ce coup. Comme prévu, Seo-Kei ne trouve pas le professeur Choi à sa villa. Mais elle retrouve la lampe de bureau qu'il lui avait donnée. Quand elle a été expulsée de l'hôpital, elle l'avait laissée au dortoir, mais il l'avait ramenée ici. Le lendemain, l'inspecteur Chan Young est appelé par son subordonné à l'entrepôt dans la forêt. Il s'avère qu'à l'aube, une femme a appelé pour signaler un crime. Le propriétaire de cette maison n'est autre que le professeur Choi Deok. À l'intérieur, la police fouille méticuleusement chaque centimètre, y compris le verre et la cigarette que le professeur Choi a utilisé la nuit dernière. Seo-Kei arrive au bureau du professeur Choi et le trouve complètement vide. Erlen Kim entre. Seo-Kei lui demande immédiatement quel est son objectif en voulant mourir sur la table d'opération. Vous voulez mourir de ma main, n'est-ce pas? Il s'avère que c'est vrai. Le professeur voulait que Seo-Kei échoue une fois pour qu'elle comprenne. Elle n'avait jamais échoué, alors elle devait s'effondrer une fois. Ce maudit professeur. Pourquoi devrais-je échouer? Pourquoi devrais-je m'effondrer et pleurer? Je dois reconnaître mes limites en tant que médecin. Et si elle réussissait? Ça, c'est 100% l'échec parce que je vais absolument faire en sorte que ce soit le cas. Seo-Kei n'a pas encore échoué qu'elle est déjà en désaccord avec le professeur. Elle demande pourquoi Erlen Kim participe? Veut-il aussi échouer? Il s'avère que Kim a parié qu'elle réussirait. Sur ce, il l'emmène voir la nouvelle salle d'opération. Les opérations seront menées dans le plus grand secret. Officiellement, c'est le docteur Huran qui participe. Mais en réalité, c'est elle qui opère. Mais je ne comprends pas pourquoi le professeur a entraîné quelqu'un comme toi là-dedans. Il doit penser que je vais te stimuler. Parce qu'il fait tout pour toi. Toi, me stimuler, moi non plus, je ne suis pas facile à gérer. Alors, quel est le plan? Les vaisseaux sanguins du cuir chevelu ne peuvent pas être utilisés car la xylazine les a tous fragilisés. Il faut utiliser la veine saphène. Greffer une veine de la jambe dans les vaisseaux sanguins du cerveau? C'est bien, faisons ça. Quoi? Tu n'es pas surprise? C'est la première fois que nous faisons une greffe de la veine saphène. C'est normal, c'est juste toi qui t'inquiètes. Quoi qu'il en soit, dans un mois, ce sera trop tard, je retrouverai le professeur par tous les moyens. Je le ramènerai de force. Yeong-ju est en train de se casser la tête avec la carte de visite. Ce jour-là, Madame Ra l'a présentée comme l'amie du professeur Choi, puis la lui a donnée. Elle a juste dit que ce serait utile. À ce moment-là, le professeur Choi Deok se promène tranquillement dans le parc de la rivière Han. Après avoir marché un moment, il s'est senti fatigué et s'est endormi sur une chaise. À ce moment-là, Madame Ra s'est approchée, et le professeur lui a confié qu'à 17 ans, il était venu à Séoul mais n'avait fait qu'entendre parler de cet endroit. C'était la première fois qu'il y venait. Madame Ra lui a donné un téléphone à utiliser temporairement. Elle lui a demandé de l'aider à retrouver le professeur Choi. Vous m'avez promis de me récompenser. Si vous êtes un homme, n'oubliez pas. Il lui a dit de dormir un peu. Madame Ra est allée voir Yao et lui a révélé où le professeur Choi se cachait. Yao s'est rendu sur place et l'a trouvé affalé sur le canapé. Il s'est précipité, affolé, pour le vérifier. Il s'est avéré qu'il était toujours conscient mais très fatigué. Yao lui a immédiatement administré une perfusion pour l'aider à se stabiliser. Quand il a été complètement réveillé, Yao lui a conseillé d'abandonner l'opération. Dans cet état, Seo-Kei ne pourra pas non plus le sauver. À quoi bon endurer la douleur pour l'opération? Je prendrai bien soin de lui jusqu'à ce qu'il parte. Tu es vraiment un bon docteur, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas.
Tout le monde ne veut pas une mort paisible. Alors ne me gêne pas, laisse-moi mourir à ma manière. L'inspecteur Chan Young tient une conférence de presse, annonçant que les empreintes digitales et l'ADN trouvés sur les lieux du crime sont ceux du professeur Choi Deok et lance un mandat d'arrêt contre lui. Non seulement pour le meurtre du policier Lee, mais aussi pour le meurtre de l'infirmière et de Min Yeong-ju. Seo-Hye est choqué et désemparé en entendant les mauvaises nouvelles à la télévision. Yeong-ju donne rendez-vous à Madame Ra pour lui demander où se trouve le professeur Choi Deok. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, il ne sera pas arrêté par la police. Maintenant, Yao doit prendre soin de lui. Madame Ra lui a demandé de ne rien dire à personne, mais Yeong-ju a immédiatement informé Seo-Hye. En fait, Madame Ra l'avait déjà deviné. Le patron a appelé l'inspecteur Chan Young et lui a demandé de localiser Yao grâce à son numéro de téléphone. Le professeur Choi Deok a sorti le dernier flacon de xylazine, mais ses mains étaient trop faibles pour l'ouvrir. Yao, voyant cela, est venu l'aider. Le professeur a confié qu'il avait cru qu'en salle d'opération, on ne prenait pas de vie. Au moins en salle d'opération, je voulais être pure comme une nouvelle blouse chirurgicale. Cette fois-là, j'étais tellement en colère que j'ai perdu la raison. Heureusement, Seo-Hye m'a arrêté, mais je me sens honteux et humilié, je ne peux plus faire face à cet enfant. Alors je l'ai chassée, même si elle s'agenouillait en pleurant et en suppliant. Un professeur qui laisse une fierté aussi insignifiante le rendre si lâche. Si vous vous sentez coupable, vous ne devriez pas laisser Seo-Hye l'opérer. Et si elle échoue et subit un traumatisme psychologique? Pourra-t-elle se refaire opérer? La chirurgienne en chef Seo-Hye est au sommet de sa carrière. Son estime d'elle-même est immense. Le moment de l'opération est le plus excitant et le plus agréable. Il n'y a pas de moment plus satisfaisant. Pour des chirurgiens de notre envergure, Seo-Hye et moi, il est très difficile d'aller plus loin. Seo-Hye est la meilleure maintenant, tout comme moi. Mais je veux qu'elle aille encore plus haut. Je ne peux pas voler, mais Seo-Hye doit atteindre de nouveaux sommets. Il faut verser des larmes pour les patients pour dépasser ses limites. Il faut tuer celui qu'on veut sauver. Le cœur doit être brisé, il faut vivre ce moment où l'on ne peut plus tenir le scalpel. Je sais que j'ai tort avec elle. Alors, même si elle ne veut pas, je dois lui donner tout ce que je peux. Seo-Hye a réprimandé Yeong-ju pour ne pas lui avoir dit qu'elle avait reçu la carte de visite de Madame Ra. Yeong-ju a répété que le professeur Choi et l'inspecteur Chan Young avaient un accord. Le professeur assume tous les crimes pour que l'inspecteur ne touche pas à Seo-Hye. Seo-Hye est furieuse que son professeur ait confessé à sa place. Les deux sont allés au parc comme l'avait dit Madame Ra, mais n'ont pas trouvé le professeur. L'inspecteur Chan Young a été réprimandé par son supérieur pour ne pas avoir activement poursuivi le professeur Choi. Dès qu'il est sorti, il a reçu un message de Seo-Hye. Le chef a localisé Yao et a amené sa bande, appelant le professeur Choi pour le rencontrer. Voulez-vous sortir ou que j'entre? Finalement, le professeur a accepté de le rencontrer. Seo-Hye a demandé, tu viens m'arrêter? L'inspecteur Chan Young est arrivé au point de rendez-vous pour rencontrer Seo-Hye. On dit que vous avez passé un accord avec mon professeur. Il a tout avoué. Il a dit qu'il ne lui restait qu'un mois à vivre, et qu'il vous contacterait avant de mourir. Alors, arrêtez-le. Une fois qu'il sera mort, l'affaire sera classée. Une opération, c'est tout. Mourir de quoi? Je vais l'opérer. Écoutez, ne l'opérez pas, Deok. Lui et moi avons passé un accord. Laissez-le mourir. Il doit mourir pour que je vive. Cher inspecteur, la petite infirmière, c'est moi. Vous ne savez rien. Si je me confesse et révèle votre accord avec le professeur, que se passera-t-il? En bref, ne touchez pas à mon professeur. Compris? Il s'avère que Seo-Hye a enregistré la conversation précédente comme preuve. À ce moment-là, Seo-Hye reçoit un message du chef. Elle part immédiatement à la recherche du professeur Choi. Elle est soudainement percutée de plein fouet par l'inspecteur Chan Young. Le vieil homme traîne Seo-Hye dehors, ayant l'intention de lui briser les mains pour qu'elle ne puisse plus opérer. Seo-Hye le repousse d'un coup de pied, mais il lui brise également son téléphone portable. Yeong-ju, à peine réveillée, se précipite pour intercepter l'inspecteur Chan Young. Elle s'interpose pour protéger Seo-Hye et encaisse les coups. Mais le vieil homme réussit quand même à la tirer de là. Seo-Hye sort un rasoir, le plante dans la jambe du vieil homme et le tue sur le champ. Après avoir entendu les explications du professeur Choi sur les avantages et les inconvénients, le chef envoie un message à Seo-Hye lui disant de ne plus venir et de suivre les instructions du professeur. Le professeur Choi confie alors à Yao, Seo-Hye est ma jeunesse tragique. Pas besoin de demander, je sais qu'elle a vécu comme moi. Seo-Hye me ressemble étrangement, même dans mes défauts. Si l'esprit avait de l'ADN, nous serions du même sang. Seo-Hye appelle le chef pour qu'il la mette en contact avec le professeur Choi. Professeur, vous connaissez l'inspecteur Chan Young, n'est-ce pas? Il est avec moi en ce moment, mais je ne peux pas te le passer. Le professeur vient de dire, quelle maladie l'a poussé à fuir et à rendre les gens fous. Viens ici, seul. Le professeur Choi est arrivé en hâte, et en voyant la scène, il a immédiatement su que Seo-Hye avait envoyé l'inspecteur Chan Young dans l'autre monde. Il a aussi vu Yeong-ju assise par terre, couverte de sang. Il a soigneusement pris une serviette pour ramasser les clés de voiture du vieil homme Chan Young et les a mises dans sa poche. En ouvrant le coffre, il a vu le corps du vieil homme. Es-tu un boucher? Pourquoi as-tu tué le policier? Si vous étiez à ma place, vous auriez fait pire, n'est-ce pas? Je l'aurais géré plus discrètement. Quand on dit d'attendre, il faut attendre, n'est-ce pas? Vous m'avez dit de m'asseoir et d'attendre que vous mouriez, c'est ça? Vous faites semblant de donner une grande leçon. Mon pauvre professeur, vous pensiez que si vous vous cachiez, je ne vous trouverais pas? J'ai dit que je n'aimais pas les leçons ou la force. Maintenant, que fait-on de ce corps? Pouvez-vous le gérer vous-même? Non, vous devez m'aider. Le professeur resta sans voix face à elle. Ne pleure pas, ce n'est pas encore le moment. Pleure pendant l'opération. Après tout, pourquoi me traitez-vous comme ça?
Je veux tenir ma promesse. Vous vouliez que je vous transmette tout, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous vouliez tout prendre. Si vous ne pouvez pas supporter ça, vous voulez toujours tout. Ce hoquet, embarrassé, répondit, vous n'avez plus besoin d'en ajouter. Il suffit de vivre, professeur, vivez seulement. Si vous mourrez, je serai encore plus indifférente à la vie. Je tuerai des gens au hasard tous les jours. Si vous vous enfuyez comme ça, qu'en est-il de moi? Que dois-je faire? Ce n'est pas fuir, c'est mourir. Comme tout livre a une dernière page, je suis aussi à la dernière page. Pas besoin de tourner, car il n'y a pas de suite. Comment ça, pas de suite? Vous devez me regarder aussi. Regardez à quel point je réussis bien. Vous me détestez à ce point? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous détesterez-je? Je dois vous enseigner quelque chose de plus avant de mourir. Mais je n'ai trouvé que cette solution. C'est déjà suffisant. Pas besoin d'en recevoir plus. Allons-y, si nous partons maintenant, nous pourrons vivre. Mon Dieu, si vous continuez comme ça, je n'opérerai plus. Je suis claire. Pourquoi? Je ne tiendrai peut-être pas un mois. Le moment venu, je vous appellerai. Abonnez-vous à la chaîne Gain-Migo pour ne manquer aucune vidéo captivante. Abonnez-vous à la chaîne Gain-Migo pour ne manquer aucune vidéo captivante. Finalement, l'opération de vie ou de mort a commencé. Quelque temps plus tard, Madame Ra a rendu les chiens à ce hoquet. Il s'avère qu'elle ne les avait pas tués, mais seulement cachés temporairement. Ce hoquet a été opéré par le président d'un nouvel hôpital. Cet hôpital était réputé pour son service de neurochirurgie, mais il ne faisait pas confiance à ses propres médecins et lui faisait confiance. Ce hoquet n'a pas commencé immédiatement, elle attendait quelqu'un. Finalement, cette personne est entrée. On ne voit pas son visage, mais à sa démarche, qui d'autre que le professeur Choi Dae-ok? Le film se termine ici, en espérant qu'il y aura une deuxième partie pour revoir ce duo professeur-élève badass. Abonnez-vous tous pour regarder de super films avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Nous avons vraiment besoin de votre soutien. À bientôt dans les prochaines vidéos.